Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière en direct en public du Théâtre L'Européen à Paris. Nous sommes le dimanche 8 février 2026 et on vient de vivre encore une semaine riche en émotions, surtout pour Adèle Van Rett qui a été sacrée Miss Pôle Emploi 2026. Félicitations. Grosse semaine, oui, on peut l'applaudir. Grosse semaine du côté des Epstein Files qui coïncide avec la sortie du livre de Jack Lang intitulé C'est pas moi, c'est ma bite aux éditions Jean-Marc Morandini. Jack Lang qu'on a vu ressurgir sur nos écrans, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu sa tête. Et lui aussi, je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa tête. C'est tellement fait tirer la peau qu'il peut plus ouvrir les yeux, le pauvre. Il est plus lifté qu'un revers de Rafael Nadal. Vous l'avez ou pas? C'est des rêves de droite. Non, c'est pour notre public de droite, parce qu'il y a plus en plus de gens qui nous rejoignent de droite. On a vu les audiences, c'est impossible que ce soit que des gens de gauche qui nous écoutent. Il n'y a pas autant de gens de gauche dans ce pays. Sinon, le SMIC, il serait à 3000 balles, Sarkozy, il aurait pris perpète, et Olivier Faure, il jouerait dans Judas, la comédie musicale. Mise en scène, Marine Tondelier. Bienvenue donc aux gens de droite qui vont découvrir Trigger Warning, celle dont les textes et les rires sont classés comme armes de catégorie 4. Juliette Arnaud. Bravo. Bonsoir. Salut Juju. Ça va? Ouais. Jus d'orange. Les gens de droite vont découvrir le chouchou de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Celui qui est cité par la République, la référence, l'idole de tout un peuple. Aymeric Lompré est de retour. Ça va Aymeric? Yes. Alors, La patate. bienvenue en métropole. Et enfin, les très gens... content d'être là. Ouais. Et enfin, les gens de droite ne vont pas découvrir, car ils le connaissent déjà. Ils l'ont croisé dans leur association Chaussures Bateau à Gogo. Pierre-Emmanuel Barré. Il est là. Et nous rejoindrons pendant l'émission Guédré, Mamari, Alice de Rochechouart. Allez, c'est parti, au boulot. On va répondre aux questions que vous nous posez, nombreux et nombreux, sur l'adresse mail, je la rappelle, la dernière, @radionova.com. Et on commence avec une question de Eric. Bonjour, savez-vous combien de questions pertinentes ne vous sont pas posées par peur que la réponse soit confiée à Pierre-Emmanuel Barré? Pas du tout. Eric, aucune idée, mais je peux te dire combien de questions inutiles sont posées sans aucune peur que la réponse m'en soit confiée. Pour l'instant, on en est à une. Et on passe à la question de Chloé. Bonjour, la dernière, j'ai un problème. Mes amis et moi avons intégré les tics de langage provenant de Aymeric, tels que... Ou encore, elle est chaude, l'actualité est chaude. Doit-on s'inquiéter de la diminution de nos capacités cérébrales? Je vais répondre. Sachez, Madame Chloé, que votre question, bien que méchante et sournoise, ne maintienne point guère. Continuez vos plaisanteries et vos gourguignoles aux dépendables sensibles et artistes vitrioles indépendants. Que vos mots et vos mots ne deviennent que chairs et sang. Non. Je vous entends, vos micros sont branchés. Continuez vos plaisanteries et vos gourguignoles aux dépendables sensibles. Non, jamais. Déjà dit. Vos mots et vos mots ne deviennent que chairs et sang au fil des années qui défilent dans ce cadran. Putain, je l'ai bien mouché là, Chloé. Je la déteste, je suis sûr, en habitant le Grand Est. Oh, ton micro est allumé, Aymeric, attention. pardon. Oui. Allez. Donc on enchaîne avec la question de Laura. Bonjour à vous, je vis à Nice. Pour les municipales, je vais devoir voter pour Estrosi pour faire barrage à Ciotti. Ensuite, je vais prendre le tram depuis la place Charles Pasqua pour aller vomir sur la plage Brigitte Bardot. Et je sais que ce n'est pas une question. Eh ben, bonjour Laura. Putain, j'ai l'impression d'être aux alcooliques anonymes. Je vis à Paris et peut-être que je devrais aller voter Rachida Dati pour faire barrage à Sarah Knafo. Et comme Paris-Plage sera fermée, puisque ça sera en mars et que de toute façon ça n'a jamais été une plage pour de vrai, eh ben, je vous en fierai follement, Laura. Et je sais que ça n'est pas une réponse. On passe à la question de Laure. Hello, la dernière. Ouais. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh. Est-ce que l'un de vous aurait une bonne nouvelle pour égayer ma journée? Oui, moi, bon anniversaire Laure, j'ai une bonne nouvelle. bon On a trouvé la raison de la violence dans la société. Ah. C'est pas les inégalités, c'est pas les rapports de domination. Désolé Bolcho, c'est
C'est Les jeux vidéo. les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Oui, les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. C'est bon, on l'a. On l'a. C'est bon, arrêtez. Ça, je vais devenir violent du coup. Les jeux vidéo sont la cause de tous les maux. C'est Macron qui l'a dit. Et on le sait, Pierre Palmade jouait énormément à Mario Kart. Oui, la délinquance est due aux jeux vidéo. Marine Le Pen est une dingue de détournement de fonds publics of Legend. D'ailleurs, deuxième bonne nouvelle, Laure, le parquet a requis 4 ans de prison, dont 1 ferme dans l'affaire des emplois fictifs du FN au Parlement européen, et plein d'autres peines pour tous ses petits copains, car le parquet est fan de Pokémon Go. Attrapez-les tous. Et on enchaîne. On enchaîne avec la question de Simon. Bonjour, pensez-vous que Donald Trump veut le Groenland pour avoir plus de ice? Simon, Oui, oui. c'est fou, Simon. Comme tu l'as certainement remarqué, personne n'a encore fait cette blague. C'est incroyable, tu as un vrai talent d'auteur. Cette analogie entre ice et ice est follement originale. Dans le milieu de l'humour, ça s'appelle une comparaison, et ce que je suis en train de faire, ça s'appelle de l'ironie. Mais je te pardonne, Simon, car ce n'est pas ton métier. En revanche, les 350 collègues humoristes qui l'ont déjà fait seront pendus par les parties génitales à la Révolution. On enchaîne avec la question de Luc. Bonjour. Bonjour. Léa Salamé affirme qu'elle sortira de l'antenne si Raphaël Glucksmann est candidat à l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que ça veut dire qu'on doit lui demander de rester pour être sûr de ne pas avoir Glucksmann? Non. Pour ne pas avoir Glucksmann, comme tu dis, il faut juste laisser parler Glucksmann. Non mais plus il donne des interviews, plus il chute dans les sondages. Il est l'homme du mois dans Balle dans le pied magazine. À la question vous êtes de gauche, il a répondu pas révisé. Je fais mal à la tête aussi. Question. À la question. Qu'est-ce que vous pensez de Che Guevara? Il a dit, je connais pas encore tous les bars à tapas du 11e. Laissez-le s'exprimer le plus possible, Glucksmann. Voilà. Oui. Et, allez, on le laisse s'exprimer et on passe à la question de Benjamin. Bonjour, mon fils de 8 ans, Séraphin, vous demande... C'est pas gentil. Ouais, C'est pas gentil. Ouais, c'est Séraphine, on dit? Bon. Je sais pas. Pourquoi vous dites toujours des gros mots comme putain? C'est vrai qu'on se fait chier à lui dire de ne pas dire des gros mots, et il entend ça de vos bouches. Merde à la fin. Ouais, je suis désolée, Benjamin, j'ai choisi de répondre à cette question alors qu'en fait, je suis pas du tout concernée. C'est Pierre-Emmanuel Barré, le fan de gros mots. Mais pour sa défense, Pierre-Emmanuel lui-même s'inspire de Jérôme Gage. Oh, qui l'eût cru? Oui, parce que Jérôme Gage, il a annoncé intempestivement sa candidature à la présidence de la République. Et quand on lui en a fait le reproche, il s'est défendu en disant, je le cite, « Certains diront que j'y vais à la hussarde, mais j'ai toujours fait comme ça. » Pierre-Emmanuel Barré. Oui, c'est vrai, il aurait dit ça, exactement. Une question de Patricia à présent. Bonjour à l'équipe de la dernière. Je me demande si la ferveur du public est liée à un ou une chauffeuse de salle ou si elle est totalement spontanée. Ouh là 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 Alors là. là, Sage, Patricia. Ici, le public est spontané et libre. Le prendre pour un mouton n'est pas très gentil. Si un jour tu viens assister à l'émission de Guillaume et sa bande, tu verras que ici, public rime avec liberté et beau gosse. c'est beau un public libre. Bravo. On termine. Allez, on termine. On termine avec une question de Clara. Bonjour, la dernière. Ce dimanche, j'emmène mon mari assister à l'émission. Il est agriculteur, conservateur, catho, chasseur et de droite. Aïe. Au cas où, pourriez-vous prévoir la présence d'un médecin réanimateur sur place? Bonjour Clara et surtout merci. C'est très bien de nous amener un public un petit peu différent parce que ne nous voilons pas la face, dans cette salle, les gens sont un peu acquis à notre cause. C'est bien simple, la seule personne de droite qu'on a accueillie en 2 saisons, c'était Cécile Duflot. Pour ne rien vous cacher, c'était l'objectif depuis le début. On souhaite de tout cœur accueillir des spectateurs qui ne partagent pas nos opinions. Sécurité, attrapez-le, ceinturez-le! Et ouais, désolé, en 2026, c'est fini le dialogue avec l'ennemi, Clara. T'as amené ton mari droit dans un piège. Mettez-le dans la cave avec Cécile et les autres, on s'en occupera après l'émission. Il aura le choix entre rester de droite ou devenir intelligent. Et s'il refuse, je suis dégelé, Clara, mais il sera démembré et ses bras et ses jambes seront utilisés comme boudin de porte pour atténuer le froid dans les passoires thermiques des personnes en grande précarité qui ne peuvent pas se chauffer à cause des choix politiques de ton mari. Merci beaucoup, les amis.
Merci pour toutes ces réponses. Les questions, je rappelle, sur la dernière @radionova.com, comme par exemple comment vaincre la société de consommation. On en parle avec notre invité juste après la pub. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Longpré qui est revenu. Pierre-Emmanuel Barré, il est 18h15. Il vient de nous rejoindre autour de la table. Notre invité du jour est activiste, militant, éco-terroriste selon certains. Un des porte-parole des soulèvements de la Terre, Benoît Feuillu est avec nous. Merci, bonsoir. Salut Benoît. Salut. Merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. On aime bien commencer toujours notre émission par un peu le parcours de l'invité, savoir d'où il vient. Donc là, je t'ai présenté comme un militant. C'est pas vraiment une profession. Est-ce que tu as un parcours universitaire? Est-ce que il y a des choses qui t'intéressaient plus jeune? Comment t'es arrivé dans le militantisme? Eh bien, je crois que j'ai eu la chance d'avoir comme des parents syndicalistes. Qui avaient un fort engagement syndical. Et d'ailleurs, je les remercie. Salut. On peut. Salut les parents. Mes parents, et c'est un peu important. Ils étaient à la CFDT? Mais tu sais quoi, ils étaient à la CFDT. Et ça, aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Tu dis ça, c'est terrible. J'ai dit comme une blague. Non, mais tu dis ça, c'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis, c'est le pire de la cogestion avec les patrons du syndicat libéral. Mais tu sais quoi, mes parents, ils sont arrivés à la CFDT au moment où c'était un syndicat autogestionnaire. C'était avant, bien sûr. On a du mal à l'imaginer maintenant avec toutes les trahisons que la CGT a produit depuis. Mais en tout cas, à l'époque, quand j'étais petit, je traînais dans les couloirs du syndicat, dans les boîtes en grève, et ils m'ont transmis un peu des histoires de lutte syndicale et aussi une idée de ce qu'était la communauté ouvrière, une communauté de lutte, en tout cas une communauté de petits employés. Et ça, en vrai, c'était hyper important. Je pense que c'était vraiment une vraie bonne formation, transmission politique. Et après, j'imagine, si on doit parler de parcours politique, j'ai été, je pense, pris assez jeune par une forme de révolte un peu globale et viscérale contre le capitalisme. Allez, oui, on a entendu parler de ça. Et contre toute forme de domination et par une envie, j'imagine, de vivre en dehors de ces normes-là. Et après, faut trouver des accroches un peu concrètes. En vrai, si je te parle des premières formes de manifs que j'ai dû faire dans la ville où j'ai grandi, je crois qu'on est né dans la même clinique à Chenauve. Ah, t'es de Chenauve aussi? Allez, Chenauve aussi. Banlieue de Dijon. Chenauve, allez, je savais pas. Désolé, on va vous laisser parce que on a des trucs à... C'est ça, c'est peut-être ça qui vous a donné envie de lutter. Ça part de là, en fait. C'est clair. Tous ceux qui sont nés dans la foutue clinique de Chenauve, direct. Et en réalité, moi, je sais pas, quand j'étais ado, je me suis enchaîné à des stations-service et j'ai dessiné des pistes cyclables à la peinture grossière sur les rues de Dijon parce que j'étais révolté contre le monde de la bagnole. T'étais défoncé surtout. Ado, peut-être. Juliette, t'avais une question? Oui, non, j'allais te demander exactement quand tu disais j'ai commencé très jeune, mais tu viens de nous répondre, tu dis adolescent, mais c'est quoi, collège, lycée? Ouais, lycée. Je crois qu'on a ouvert un premier squat quand on était au lycée parce qu'on avait envie de pas se retrouver à vivre tout seul dans des apparts. Et on s'est dit, bon, ok, il faut des lieux un peu qui nous ressemblent, où on puisse inventer des formes de culture en dehors de la consommation et tout. Et on avait envie de lieux à nous. Et je pense, une des choses que j'ai fait, parce que tu me demandais si j'ai fait des études, je pense au moment où je me suis inscrit à la fac, j'y suis pas tellement allé parce qu'on a trouvé des tanneries, tu vois, des anciennes tanneries dans le quartier de la Viande à Dijon. Et on se dit, waouh, mais ça, c'est 1,5 hectare de bâtiments vides. Et nous, on était ados et c'était le rêve absolu. On se disait, ça va être un espace pour nous. Et du coup, au lieu d'aller à la fac, je crois que j'ai eu une autre formation qui était accélérée. C'était un lieu qui appartenait à la mairie de Dijon et on s'est dit maintenant il va falloir se battre pour le garder et en faire un espace d'autonomie politique, de culture libre. Et on a fait ça pendant des années et on a appris la vie en collectif aussi. Enfin, autre que la famille, quoi, un autre collectif. Je crois que c'est ce que Léa Seydoux appelle l'école de la vie. Là, je crois que c'est la vraie en l'occurrence. Donc il y a une sorte de logique à ce que tu te retrouves aujourd'hui porte-parole des soulèvements de la Terre. Est-ce que tu peux nous expliquer, on a du mal à saisir, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est un collectif, une assoce loi 1901, un syndicat, tout à la fois, rien de tout ça? Et c'est normal d'avoir du mal à saisir et c'est peut-être un peu voulu parce que c'est effectivement un peu tout ça. C'est un mélange entre une coalition de tout un tas d'acteurs, de groupes politiques. Je peux en citer quelques-uns. En fait, on a un mouvement où c'est un mouvement qui s'est fondé à la sortie du confinement de 2021, à un moment où on était tous en grosse dépression. Moi, j'habitais sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, du coup, où j'habite toujours, et du coup, on avait cette possibilité de continuer à avoir un peu de vie, d'organisation collective, mais c'était pas le cas partout. Et à ce moment-là, on s'est dit faut plus que le monde, faut arrêter le ravage écologique. Nous, on avait gagné sur le terrain sur lequel on s'était battu pendant des années contre l'aéroport, et on a convoqué une assemblée. Et à cette assemblée, on a convoqué tout un tas de gens avec qui on était liés.
dans les luttes. Et c'était aussi bien des jeunes qui s'étaient soulevés sur la question du climat et qui en fait, Macron s'était bien foutu de leur gueule et à peu près tous les chefs de gouvernement à ce moment-là. C'était des collectifs territoriaux qui se battaient pour sauver leurs forêts, leurs cours d'eau depuis des années et qui n'avaient pas forcément été entendus. C'était des syndicalistes. Et c'était notamment, et je veux insister là-dessus, parce que, à cause de la blague de tout à l'heure, et parce que c'est vrai sur les agriculteurs, nous on a un mouvement écologiste et paysan. Et en fait, c'est assez fondamental dans notre mouvement. On se dit que c'est hyper important que la terre, parce que c'est un peu notre point de départ, défendre les terres, se défendre contre l'accaparement et l'artificialisation des terres et de l'eau, qui est un bout du ravage, mais c'est un bout massif, quoi, qui croise des questions sociales, coloniales, des questions écologiques. Et on s'est dit qu'il faut que les terres soient défendues aussi par ceux et celles qui la travaillent, qui en premier lieu, et qui la défendent, qui la protègent à bien des égards, et qui sont en premier lieu les paysans. Mais alors sur le fonctionnement, quand on a entendu la dissolution possible des soulèvements de la terre, concrètement c'est quoi si c'est pas une association? Ils auraient dissous quoi? Des gens. Des gens directement. Non mais c'est vrai que c'est pas très clair. Mais c'est que pour nous dissoudre, ils ont dû créer une histoire politique à dire oui, alors il y aura un petit groupe qui est responsable et qu'il faudrait dissoudre. Ils voulaient juste vous empêcher de vous réunir, quoi. Ils voulaient Sous la bannière des soulèvements de la terre. Ils voulaient surtout nous empêcher de continuer à agir, c'est-à-dire de continuer, d'empêcher à ce qu'on continue à arrêter des centrales à béton, à démonter des bassines, à remettre en culture des terres qui auraient été détruites sinon. Et en fait, le principe du mouvement, pour expliquer un peu, c'est de tenter de sortir de l'impuissance politique. À bien des égards, en fait, on est dans un moment, dans une séquence historique où les seules manifestations, les seules mobilisations politiques autorisées, c'est des mobilisations qui sont particulièrement inoffensives, qui n'ont pas d'impact, qui sont des pures revendications. Et nous, notre expérience depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était de se dire, si on veut protéger des terres, il y a un moment où il y a des tractopelles qui arrivent, il y a un moment où il y a des flics qui arrivent pour virer des gens, pour détruire les terres, et il faut les empêcher matériellement. Physiquement. C'est ce qu'on appelle l'action directe. C'est ce qu'on appelle l'action directe. Et nous, c'est des formes d'action directe qu'on a voulu faire de manière très publique et en masse. Et du coup, arriver sur des terrains qui étaient menacés, des terrains sur lesquels allaient démarrer des chantiers et arriver avec les outils adéquats pour empêcher le ravage. C'est-à-dire venir avec des pioches, des disqueuses, des clés à molette, enfin toutes sortes de choses. C'est très concret, quoi. Et très concret, très matériel. Et avec l'idée que sortir de l'impuissance politique, c'est aussi se dire... Quand à un moment il y a un chantier de bassine qui va démarrer, ça fait des années que des habitants du Poitou se battent pour empêcher que leur eau, que l'eau de ces territoires soit mise en danger, l'accès à l'eau. Et en fait, ils ont essayé plein de trucs. Ils ont essayé des recours juridiques, des manifs classiques, et ça marche pas. Et à un moment, il faut qu'il y ait une forme de convergence nationale. Il faut qu'il y ait des solidarités. Pour donner un exemple classique d'action type soulèvement de la terre, on a eu nos camarades qui habitaient dans les Deux-Sèvres, un peu en bas de chez nous, qui sont venus nous voir. Et nous, on est venus de Notre-Dame-des-Landes avec des tracteurs, avec tout un tas de personnes. Il y a les gens du territoire qui sont venus et on est rentrés à l'intérieur du chantier de méga-bassine. Il y a quelques tractopelles qui y sont passés au passage et ça a marqué quelque chose. Ça a marqué le fait que eux démarraient les chantiers. Quand même pour les familles des tractopelles. Pour les familles des tractopelles. Qui nous écoutent. On va en reparler, pardon, je t'ai coupé. Non, mais on va en reparler jusqu'à la fin. Ébric, il est un petit peu en retard. T'es encore en jet lag, j'ai l'impression. Je regarde à l'émission de la semaine dernière. Mais on va en reparler, Benoît, on a jusqu'à 20h. On va reparler de Sainte-Soline, bien sûr. On va se faire juste une petite pause musicale. Et là, Juliette, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer du trio. C'est l'hymne de nos campagnes. Alors Guillaume, non, alors on n'est vraiment jamais obligé de passer du trio. Elle ne veut jamais. Non, mais je veux dire, c'est pas une dictature, on ne peut pas être obligé. Arrête, Émeric. Vous m'aviez pas dit. Vraiment en trio. Non, justement non. Et non, justement, puisqu'on n'est pas obligé. Non. C'est Quattro qu'on va mettre. Non. Pour avoir, tu sais qu'il y a un groupe qui s'appelle Quattro. Bref, Suzy Quattro. Bref, pour avoir l'air jeune, on va écouter le groupe anglais Yard Act et son titre de 2022, Land of the Blind, le fameux pays des aveugles, où soi-disant les borgnes sont rois. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et notre invité Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre. Radio Nova, c'est toujours plus de tubes, toujours plus de hits, avec celle qui nous a préparé une masterclass, un banger. Piedré. Mais comment enchaîner? Je suis tellement jeune, en fait. C'est tellement cool. On s'est déjà tous réveillés la nuit en sursaut, en se souvenant d'un truc trop débile qu'on a dit, en se rappelant de quand on a tombé dans le métro, ou d'une blague ratée à laquelle personne n'arrive.
C'est pas juste que nous, quand on pète en toussant, on ait envie de déménager et changer de boulot. Pendant que d'autres, après avoir couvert des viols d'enfants, reprennent au KLM leur poste à la mairie de Pau. Pourquoi nous, on n'ose pas retourner en soirée? Parce qu'un jour, en 2013, on a postillonné sur la piste. Alors que d'autres vont jouer les DJ à Disney, après avoir traité de sale conne toutes les féministes. Pourquoi nous, on appréhende de monter sur scène? Parce que parfois, on oublie nos textes ou on chante pas très bien. Quand d'autres partent en tournée sans se poser de problème, alors que tout le monde sait qu'ils ont tué leur femme à coups de poing. On doit se sentir bien léger, à vivre sans honte. Mais on est plus nombreux que ce qu'ils pourraient penser, à tenir les comptes. La prochaine fois qu'on voudra disparaître à tout jamais, parce qu'on a posté une photo sur laquelle on voit nos auréoles, pensons à Harry Habitant qui va sur des plateaux télé pour dire qu'il pardonne à la femme qui l'accuse de viol. Quand on regarde partout pour être sûr que personne nous ait surpris, jeter notre crotte de nez par la fenêtre de la voiture. Pensons à l'autre escroc qui se pavane en librairie alors qu'il a été reconnu coupable de corruption, de trafic d'influence, de financement illégal de campagne électorale et d'association de malfaiteurs. Je sais même plus avec quoi faut que ça rime, c'est trop long. Quand on n'ose plus retourner faire ses courses au Super U parce que notre gosse s'est fait choper en train de voler une sucette. Ayons une pensée pour François Fillon qui, très détendu, a maintenu sa campagne en 2017. Nous, on sait plus où se mettre quand on marche dans une merde, mais on n'a rien compris. Ce qu'il faut faire apparemment, c'est bien étaler partout la merde, lever fièrement la tête et dire « Ah bon, ça pue ? J'ai pas senti. » On doit se sentir bien léger, à vivre sans honte. Mais on est plus nombreux que ce qu'ils pourraient se penser, et on tient les comptes. Guédré. Merci beaucoup, Guédré. J'avais pas menti, c'est un hit. Banger. On te retrouve en tournée un peu partout en France. Toutes les infos sur ton compte Instagram Guédré la. Merci beaucoup. On est toujours avec notre invité Benoît Feuillu, un des porte-parole des soulèvements de la Terre. On a parlé de Sainte-Soline et de comment ça s'est organisé. Guédré a parlé de honte. Il y en a qui n'ont pas l'air d'avoir honte, c'est les flics, dont on a vu surgir les vidéos il y a quelques jours, avec des propos absolument incroyables, genre tir tendu, foutez-en plein la gueule, enfin j'en passe et des meilleurs. Ma question c'est, est-ce que tu penses que c'est une stratégie de laisser fuiter ce genre de vidéos pour faire peur aux prochains manifestants, ou alors ils sont juste débiles? Débiles, ils sont débiles. Alors, okay. Ils sont débiles, ça c'est sûr. Par contre, je crois pas qu'il y ait une possibilité qu'ils aient voulu que ces images fuitent. Okay. Ces images, elles sont fuitées et c'est extrêmement problématique pour eux. Ils ont tout fait pour qu'elles ne sortent jamais, quoi. C'est-à-dire que l'IGGN a eu accès à ces images, ils ont fait en sorte qu'elles ne soient pas étudiées, qu'elles ne soient pas prises en compte. Mais pourtant, ils savent qu'ils sont filmés. Parce que c'est eux qui tiennent leur caméra. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont débiles. Oui, d'accord. Ouais, ça se tient. Est-ce que ce serait pas débile aussi? Pardon, c'est le principe de la télé-réalité. C'est-à-dire, au bout d'un moment, t'oublies qu'il y a une caméra. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est qu'aussi, ils savaient pas, c'était nouveau pour eux. Ils savaient peu les utiliser. Et en fait, oui, mais c'est vrai, on les voit, il y a un document Mediapart où ils font ça. Ouais. Ils savent pas quand ça se déclenche. Non, c'est vrai. Là, tu vois vraiment l'entraîneur média des flics qui se filme lui-même en train de montrer la manip technique, mais pas seulement la manip technique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut appuyer là, mais il explique aussi la manip politique, c'est-à-dire qu'il dit. Il le dit explicitement, je reprends mot pour mot, parce que des fois ils sont un peu tendus avec ça, du coup je dis mot pour mot, il dit on est dans une guerre de l'image, il faut montrer que la violence vient des manifestants, que l'action offensive vient des manifestants, ou qu'elle semble venir d'eux. Du coup le type, il explique à ces hommes, vraiment genre, carré le truc. Après, les gars font n'importe quoi parce qu'ils savent pas comment s'en servir, ils oublient qu'ils filment.
et en vrai, là, on rigole, et c'est vrai que ça pourrait paraître burlesque, mais en fait, en vrai, le résultat de ça, ce que ça signifie, ce que ça a été ce jour-là, c'est absolument dramatique. On a eu des dizaines de blessés. Enfin, je veux dire, sur la ZAD, dans d'autres manifs, avec les Gilets jaunes, on a eu beaucoup de grenades, beaucoup de blessés. Là, on n'avait jamais vu et reçu autant de grenades en aussi peu de temps. C'est une toutes les 2 secondes, une grenade tirée toutes les 2 secondes. Oui, c'est absolument terrible. C'est genre un déluge de feu, quoi. Et ce que ces vidéos révèlent, c'est le degré de brutalité, de manipulation, de cynisme de la police. Et moi, je pense que ça a été vraiment crucial que ça puisse être montré, parce qu'évidemment, après la manifestation de Sainte-Soline, il y a eu tout un tas de manipulations gouvernementales pour nous condamner, nous faire porter la faute. Et dans les jours qui ont suivi la publication de ces vidéos, moi il se trouve que j'étais en ville et dans les magasins, dans les cafés, j'entendais partout les gens qui disaient mais t'as vu ce que fait la police? Et c'était pas t'as vu ce qu'a fait tel policier qui serait le petit canard noir de la police. Là, ce qui était remis en cause, c'est le corps de gendarmerie, c'était les commandants, c'était les responsables, et ce qui était remis en cause, c'était quelque chose de systémique, c'était le problème vraiment de la brutalité policière. Et ça, c'est extrêmement important, ce que ces images ont dévoilé. D'ailleurs, je te remercie d'avoir aidé à leur retentissement. Avec plaisir. Pierre-Emmanuel Barré a fait une petite chronique dessus, ce qui lui vaut une plainte du ministère de l'Intérieur. Oui, et d'ailleurs, c'est vraiment hyper important. Enfin, je pense qu'il faut remercier le travail d'enquête très courageux qu'a fait Mediapart et Libé là-dessus, et aussi le fait que des gens aient osé désigner les responsables. Et en fait, on peut parler des flics, on peut parler des gendarmes, mais en fait, le responsable derrière, qui est aujourd'hui jugé parti, c'est Darmanin, qui était le responsable du dispositif de maintien de l'ordre à l'époque et qui aujourd'hui est garde des Sceaux. Donc ça veut dire que le type, il est plus que juge et parti, quoi. Si tu veux, il est mis en cause parce qu'il y a eu des plaintes des blessés. Et aujourd'hui, c'est lui qui donne un peu les directions au proc pour leur dire de classer sans suite. Du coup, c'est extrêmement grave et c'est important que ces vidéos soient sorties. La question de Guillaume, c'est qu'il envisageait l'hypothèse que les flics aient eux-mêmes fait fuiter. Toi, tu as l'air de dire que pas du tout. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un. Donc il y a des lanceurs ou des lanceuses d'alerte au sein de la police? Ah ben ça, si tu veux, les images, elles ont été vues effectivement par des gendarmes, des gens de l'IGGN, un proc, un juge, qui sait, hein, il peut y avoir des formes de désertion partout, y compris chez ces gens-là, espérons-le, pourquoi pas, c'est rare. En tout cas, ces images sont sorties et c'est vraiment très très important pour ce qu'elles signifient. Aussi parce que c'est un moment où le mouvement anti-bassine était vraiment porteur d'un espoir politique. Les gens revenaient des manifs avec une forme de sentiment de puissance collective. Et ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce jour-là, c'était vraiment une volonté de jeter une chape de plomb, de terreur sur ce mouvement-là, de le terrifier physiquement, de le mutiler et ensuite judiciairement, et il ne faut pas les lâcher là-dessus. Nous, on a continué à organiser des manifestations après, mais il ne faut pas les lâcher sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et un jour, il faut que Darmanin il passe sur ces vidéos-là. On va l'inviter dans l'émission pour lui demander un petit peu où il en est. Il y a une actualité, tu as parlé de justice, il y a une actualité juridique cette semaine. Toi, tu as été condamné. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été condamnés? Alors, et où on en est exactement? Parce que il y a une sorte de procédure bâillon générale sur beaucoup de manifestants. Oui, c'est-à-dire qu'après la manif, le gouvernement a cherché à remettre la faute sur les organisateurs de la manif, la faute de sa propre brutalité, de sa volonté de meurtrir les manifestants. Et Julien Leguet, porte-parole de Bassine Non Merci, ainsi que des camarades syndicalistes de la CGT, de Solidaire et de la Confédération Paysanne, en gros, les gens qui avaient dit « Ok, la manif va avoir lieu », qui avaient pris un rôle de porte-parole, se sont retrouvés jugés pour organisation de manifs interdites. C'est la première fois depuis Vichy, ce qui n'est pas forcément un bon signe, que la CGT est condamnée pour organisation de manifs interdites. Pour eux, peut-être que c'est un bon signe, hein. Peut-être c'est leur référence, hein, mais... Et donc là, ça a été confirmé cette semaine? Voilà, ça a été confirmé cette semaine parce que tu as une proc qui a expliqué à la juge de la cour d'appel qu'il n'y avait pas état de nécessité écologique, qu'on avait encore le temps d'agir. Donc en fait, c'était pas si grave de nous condamner pour organisation de manifs interdites. La juge l'a cru, elle a un peu redescendu les peines, mais on est condamné. Du coup, on ne va pas lâcher, et surtout, c'est pas le fait qu'on ait été condamné qui a fait que le mouvement anti-bassine s'est arrêté, puisque, et je pense qu'il faut le souligner, Sainte-Soline est vide cet hiver. Sainte-Soline n'est pas remplie, et ça, c'est vraiment super important. Donc ça paye quand même, la mobilisation fonctionne. Ça paye. C'est douloureux, mais il y a des résultats. Ouais, il y a des résultats, c'est-à-dire que là, il y a tout un tas de bassines, de projets de bassines qui ont été abandonnés. Il y en a 50 qui ont été déclarés illégales par les juges. Il y en a une trentaine qui ont été débâchés par des actions publiques ou des actions de nuit. Et il y a un rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, envisager de construire des bassines, enfin les coûts de surveillance, les coûts de matériaux et le coût politique devient de plus en plus important, ce qui fait qu'on est en train de réussir à protéger l'eau. Mais en vrai, quand tu as des décisions des juges, ça marche jamais si tu n'as pas un mouvement derrière. Et la preuve en est qu'il y avait des bassines qui avaient été jugées illégales et qu'elles continuaient à être remplies, et il a fallu qu'on aille les démonter nous-mêmes. Est-ce que vous étiez préparé à autant de violence? Est-ce qu'on peut se préparer à ça, ou est-ce que vous avez été surpris?
Je pense que tu peux, je sais pas, je pense que tu peux pas te préparer à autant de violence. C'est un truc de cinglé, quoi. Les gens, ils viennent manifester avec une forme d'urgence vitale. Et tu peux pas imaginer que ces gens soient aussi fous, en quelque sorte. Et c'est sûr que ce qu'ils essayent de créer, c'est la peur. Et pourtant, les gens sont revenus. Et pourtant, le mouvement a continué. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Mais non, je pense pas qu'on peut s'attendre à ça. Juliette, Les personnes qui étaient avec vous à Sainte-Soline et qui ont été traumatisées parce qu'elles ont vu ou subi, elles sont revenues. C'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Est-ce qu'elles sont à nouveau en capacité de se remettre dans ce type d'action? Je peux vraiment pas parler pour toutes et ça dépend vraiment des gens. Non, chacun reçoit très différemment. Mais oui, on a retrouvé bien sûr des personnes. Enfin, bien sûr, non, pas bien sûr, parce qu'en vrai c'est plutôt complètement contre-intuitif et pas évident. Mais en fait, je pense qu'il y a une détermination que les gens ne lâchent pas. Enfin, vraiment, en 2012, quand les tractopelles et les flics ont débarqué sur la ZAD, on s'est pris des grenades et les gens sont restés sur le territoire et n'ont pas lâché. Il s'est passé la même chose en 2018. Et c'est pas du tout pour faire les héros. Hein. Je veux dire, on a peur. Enfin, moi, j'ai peur. J'ai vu des amis être blessés. J'ai senti des souffles de grenades. Enfin, vraiment, faut pas faire les malins. Mais par contre, c'est pas parce qu'ils utilisent ces armes-là qu'il faut renoncer. Toi, t'es banni. Et c'est la pression publique qui fera qui se sentent empêchés de les réutiliser. Je veux dire, c'est vraiment tout le soutien qu'il peut y avoir par ailleurs. Elle est là, la pression publique, ou pas? Ne vous laissez pas faire par votre nouveau guide suprême, Éric Lompré. Toi, t'es banni carrément du département des Deux-Sèvres pendant 3 ans. Et t'as pris de la prison avec sursis. Mais alors, ça veut dire quoi? T'arrives à la pancarte, tu dois faire le tour. Tu passes par un Sèvres et tu rejoins 3 Sèvres. C'est vrai, c'est effectif ça? Tu n'as plus le droit de foutre les pieds là-bas? Ouais, ça complique les trajets de stop. À un moment, il faut sortir de l'autoroute et trouver des petites départementales. Non, mais en vrai, c'est cinglé. C'est l'exil politique. On pensait que c'était un vieux truc, t'es un peu 19e, machin. Les gens ils se cachent, Victor Hugo, tout ça. Oui, c'est ça, t'es Victor Hugo. Non, mais oui, enfin non, mais c'est devenu systématique. T'as un petit côté Victor Hugo. Ah oui, c'est pas Victor Hugo. Non, c'est pas vraiment Victor Hugo. En tout cas, merci Benoît. Reste avec nous, on a encore plein de questions à te poser. On parlera notamment sabotage, désobéissance civile. Ça commence maintenant. Bouchez-vous les oreilles, c'est la pub. La dernière. Nova. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Éric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Guédré qui est resté avec nous et notre invité Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre. Soulèvement de la Terre, créateur de panique morale à travers les âges. Et moi, les paniques morales, j'aime, je vous en parle. Oh, la France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Pascal Pro. Ouais, désolé, mais parce que, je sais pas, je sens une petite lassitude dans notre couple. Je crois que le quotidien nous a bouffé, tout simplement. Je vais donc faire une petite infidélité avec Estelle Denis. Alors Estelle, c'est une ancienne journaliste sportive aussi, et elle essaye de faire comme Pascal, mais sur RMC, une sorte de PMU, comme ça. PMU de riche, hein, quand même, je tiens à préciser, parce qu'on dit toujours, oui, ce genre d'émission, c'est le café du commerce. Non, c'est le café de l'école du commerce. Non, mais c'est une nuance qui a son importance. Par exemple, il parle de l'augmentation du nombre d'arrêts maladie. L'autre explication de l'explosion des arrêts maladie, c'est que les Français vont mal. Oui, et peut-être qu'on a moins de scrupules à demander un arrêt maladie. Arrête avec cette excuse de glandu à chaque fois. Les glandus, là. Alors lui, attendez, faut que je vous présente, c'est Daniel Riolo et c'est un journaliste sportif aussi. Mais c'est pour ça qu'il parle comme ça, là. Et feignasse, les 3 points, pays de gonzesse. Parce que c'est vrai qu'une femme qui parle, c'est chiant. N'hésitez pas à lui couper la parole. Il y a un gros problème de santé mentale. Oui, on est et particulièrement dans la sphère du travail. Parce qu'on est trop assisté, c'est pour ça en fait. Tu le sais ça? Parce qu'on n'a pas le choix. À force d'être tenu par la main sans arrêt, tu finis par être. Par du moment où t'es assisté, tu sais que tu peux rester chez toi. Bam, bien parlé, Daniel. Il y a du coup au cul, Daniel. Si t'es un assisté, tu restes chez toi. Alors que si tu l'es pas, tu vas bosser. Il n'y avait pas de burn-out dans les champs de coton. Alors, quand on veut, on peut. Non, mais c'est la France qu'on aime. C'est la France qu'on aime parce que chez Estelle, il y a la France qu'on aime puis la France qu'on n'aime pas. Ça, c'est un autre journaliste sportif. Ils ont que des journalistes sportifs. Fred Hermel qui le dit. Aux États-Unis, quand tu réussis, quand tu make money, quand tu fais de l'argent, quand tu crées des emplois, quand tu te développes, tu es respecté. En France, c'est tout au contraire, en fait. On aime les losers en France. Eh oui, pays de losers. On aime les losers. J'en veux pour preuve le succès de cette émission. C'est quand même une belle émission de glandus. Regardez-moi les glandus.
Regardez-moi les losers, regardez nos dégaines, on dirait une fin de rêve party dans le Larzac. Il y a juste Pierre-Emmanuel. Pas dans le même sac, Ouais. Pierre-Emmanuel qui ressemble au voisin qui nous aurait balancé aux flics. Mais sinon c'est lamentable. Bon, en France, on s'en prend aux gens qui réussissent, on s'en prend à Bernard Arnault. Scandale. Est-ce que monsieur Bernard Arnault, à travers LVMH, rapporte de l'argent à la France? Oui, beaucoup. Parce que là, c'est que les impôts. Est-ce qu'il pourrait en payer un petit peu plus? C'est ça la question. Mais pourquoi il paye? C'est un patriote économique, Bernard Arnault. C'est un patriote économique. Ben oui, parce qu'il paye beaucoup plus d'impôts qu'il ne devrait payer. Et voilà. Ben oui, mais ça, vous le saviez pas. Donc c'est important de vous informer. Heureusement qu'il y a Estelle Midi. Estelle Midi m'a dit. Bernard Arnault paye trop d'impôts. C'est un peu contre-intuitif comme ça. C'est comme quand moi je dis je vais trop à la salle de sport là en ce moment. On me regarde gentiment, mais je vois bien que je peine à convaincre. Non. Mais on rigole, mais on devrait pas. Ils veulent faire payer plus cher les riches pour leur santé dans le but d'alléger la sécu. Là. Je vais me permettre d'être un peu grave. Jamais, je vous jure que jamais, je ne pensais entendre ça dans le pays dans lequel j'ai grandi. Mais c'est toute la société, c'est tout ce qui est le fondement de la République qui est mis en cause avec ça. Ces gens-là, ce sont des ennemis de la République. Ce sont des ennemis de la France. Ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Excusez-moi, j'ai les poils. Non mais la voix qui vibre là, moi, ça me bouleverse quoi. Ça c'est ma bourgeoisie sûre quoi. Mais normalement t'enlèves un euro à un bourgeois, il se transforme en Malraux quoi. Oh, t'as ici la France qu'on assassine. C'est grave, c'est grave. Ils n'ont pas le droit de toucher à ça. C'est la République qui s'effondre. C'est ce qui a fait cette République il y a 200 ans qui s'effondre. On n'a pas le droit. J'ai honte quand j'entends ça. J'ai honte. Après, la Cour des comptes avait Mais j'ai fait la honte même aussi, chose. ça. Ces gens-là. Ils me font honte. Honte la Cour des comptes. Honte à eux, honte tout le monde, honte. C'est punk à chien la Cour des comptes. Shame on you la Cour des comptes. On en a marre. Pardon, excusez-moi, je reste humain avant tout. Allez, je vous aime quand même les glandus. Merci. Ça m'a épuisé émotionnellement. Ok, repose-toi. Repose-toi. Ne le faites pas chez vous. Hein. Je vais poser une question à Benoît Feuillu, un des porte-parole des soulèvements de la Terre. En attendant. Un glandu encore. Encore un glandu. Tout à l'heure, vous avez employé, et Guillaume et toi, l'expression action directe. Et pour quelqu'un comme moi, qui suis une vieille personne et qui suis née en 1973, dans une famille de gauchistes, action directe, les années de plomb, tout ça, je vois une dame qui me regarde en secouant la tête. C'est pas que des souvenirs, charmants. Ça a participé aussi aux années de plomb à égalité, enfin pas à égalité, de l'autre côté c'était abominable, donc c'est même pas le sujet, mais c'est un mot que vous pouvez vous maintenant employer sans que ça soit plus connoté avec le prix du sang, parce que voilà, Action Directe, ils ont fait des morts. Alors, waouh, tout de suite, référence historique chargée. Non, mais c'est que on pourrait partir dans plein d'autres références historiques sur l'Action Directe. J'en cite quelques-unes qui étaient bien antérieures, et c'était pas mais il se trouve que c'est devenu ça à un moment donné. Et vous êtes confortable avec ça. Le temps est passé et c'est bon. Alors, pour nous, l'Action Directe, le principe, il est simple. C'est de se dire, là, il y a des gouvernants qui sont soudés à des industriels, qui ont des intérêts de classe en commun et qui sont en train de rendre la planète inhabitable. Et qu'on ne va pas attendre un seul instant qu'ils arrêtent le ravage, parce qu'ils ne le font pas, ils ne le font jamais. Nous, le principe de l'Action Directe, c'est juste on va prendre nos affaires en main nous-mêmes. Et on va les arrêter matériellement et physiquement. Et ça s'est passé de plein de manières. Dans les dernières décennies, c'est les faucheurs d'OGM qui allaient dans les champs, qui fauchaient les OGM. C'est le mouvement d'Action Directe anglais qui a réussi à faire arrêter l'ensemble du programme routier anglais en allant occuper des arbres et des terrains qui étaient menacés. Et nous, peut-être pour préciser un peu là où on se situe sur la question de l'Action Directe, c'est assez important, on a mis en avant le terme de désarmement. Le terme de désarmement, on l'a mis, je raconte un peu l'histoire, comme ça évoque un peu une modalité d'action des soulèvements de la Terre. Au tout début du mouvement, on s'est retrouvé à 600 à Paris, sur le port de Gennevilliers, et on est arrivé par surprise à 600 dans 4 centrales à béton en même temps. Si tu veux, tu avais eu des actions XR et autres qui cherchaient un peu à arrêter pendant une journée ou deux ces centrales à béton. Je veux dire, le béton, c'est 8% des émissions de CO2, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est ce qui rend, pour les générations qui ont 20 ans aujourd'hui, ce monde inhabitable, quoi. C'est ce qui fait que tu es condamné. À un moment, il faut l'arrêter. On a occupé ces centrales à béton et à un moment donné, les gens se sont dit, on va pas juste repartir comme ça. Du coup, ils ont commencé à démonter un peu les machines. Tu vois, tu es sur un gros terrain de jeu, comme ça, un terrain de jeu criminel. Du coup, tu arrêtes les machines. Et quand ils sont sortis, quand on est sortis ensemble, il y a un communiqué qui est sorti qui a dit là on a désarmé les malaxeuses, on a désarmé la centrale à béton parce que c'est des armes qui sont tournées contre nous et nous on se situe sur une question d'autodéfense.
Et en face, ce qu'ils cherchent à dire, évidemment, c'est qu'on est des criminels. Moi, j'ai été arrêté peu de temps après par la sous-direction antiterroriste, ce qui signifie quelque chose, quoi. C'était vraiment le moment où Darmanin disait « vous êtes un mouvement éco-terroriste ». Et en fait, quand il te qualifie de terroriste, il cherche à dire « nous, on a le monopole de la violence d'État pour défendre des intérêts mafieux, en fait, des intérêts industriels. Et vous, vos manières de faire, elles sont profondément violentes ». Et on s'est retrouvé avec un agent de la sous-direction antiterroriste qui m'expliquait qu'on venait de commettre des violences extrêmes et que vu qu'il y avait un peu moins d'enjeux avec les islamistes, il fallait qu'il se trouve de nouveaux créneaux. Et ce qu'il appelait la violence extrême, il me l'a dit explicitement, comme ça, moi je lui parlais pas, du coup lui il était bavard, il me racontait ses histoires. Quoi, c'est une bonne technique. Ouais. Et en fait, ce qu'ils viennent dire à ce moment-là, c'est qu'ils essayent de qualifier des dommages matériels qui partent d'une énergie vitale, comme d'un principe d'autodéfense pour nous, pour les vieux, les jeunes, dans un monde qui est en train d'être ravagé, et qu'ils les qualifient de violence extrême. C'est là le problème, c'est vraiment là qu'est le problème. Quoi. Et en fait, il y a une bagarre sémantique aussi qui a des conséquences juridiques, évidemment. Mais c'est que si tu veux... ça veut dire que vous n'utilisez pas le terme sabotage ? Parce que tu te dis c'est trop connoté négatif. On pourrait, c'est juste qu'on s'est dit que c'était intéressant. C'est un joli mot, moi, je trouve. Le terme désarmement, mais c'est aussi parce que le débat sur la violence, si tu veux, il est complètement biaisé. Est-ce que vous condamnez les violences ? J'adorerais être à LCI. Non, mais c'est vrai, est-ce que c'est j'imagine que oui, c'est des discussions que vous avez. La violence, là où elle commence, là où elle s'arrête, la violence sur les... Déjà, j'ai appris en te lisant et en t'écoutant que démonter quelque chose, c'est pas ça s'appelle pas juridiquement de la violence. La violence, c'est uniquement sur les personnes. Est-ce que j'ai bien... La sous-direction antiterroriste aimerait bien dire que c'est de l'extrême violence et du terrorisme, Darmanin aussi. Ouais. Nous, on ne considère pas ça. Mais si tu veux, le débat sur la violence, il est complètement pété. Dans le fond, le 14 juillet, qui devrait être le grand ciment national, c'est quand même un gros black bloc pas très sympa. Et à un moment où, si tu veux, les inégalités économiques, elles étaient moindres qu'aujourd'hui. Ouais. Du coup, tu vois, il y a un truc qui est quand même... C'est vrai qu'on célèbre les black blocs tous les 14 juillet, quoi. Emmanuel Macron reçoit à l'Élysée des gens pour célébrer les black blocs. Ouais, c'est pas mal vu comme ça. Et c'est vrai, surtout. Est-ce que vous êtes sur d'autres actions Ouais, vas-y, moi je te laisse terminer si tu avais autre chose. Non, mais c'est que nous, si tu veux, moi j'habite toujours sur un territoire qui est notre MDL, où en permanence on nous disait, on venait nous voir, on nous disait, est-ce que vous condamnez les violences ? Et nous on était là, mais les gars, en fait, si à un moment tu n'avais pas des gens qui avaient arrêté physiquement les tractopelles, qui n'avaient pas monté des barricades et qui n'avaient pas fait toutes sortes d'autres choses, des grosses manifs, des recours juridiques, à un moment là juste on serait engloutis sous le béton. Oups. Et hop, sabotage, ça y est, ça renverse des verres. Il y aurait des avions partout au-dessus de nous, il y aurait plus de vaches, plus de prairies, plus de forêts, etc. Et à un moment on n'a pas condamné, on s'est tenu là-dedans parce qu'il n'y avait pas de raison de condamner. Et je pense que l'histoire quelque part nous a donné raison et que c'est ça qui nous a donné envie de continuer aussi. Est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a plein d'autres combats et plein d'autres luttes qui sont menés en même temps. Là, actuellement, si tu devais en choisir une pour nous donner envie de nous y intéresser, ça serait laquelle ? Waouh. Ta lutte préférée, Benoît, c'est quoi ? Non, mais c'est un peu compliqué, peut-être on pourra y revenir. Enfin, c'est que dans le fond, il y a beaucoup les bassines, une grosse visibilisation, et ce combat, il continue là. Et il continue. On a mené des gros combats qu'on continue sur la question des constructions de nouvelles autoroutes, sur des extensions de carrière. Et aujourd'hui, et je pense que c'est important de le dire au vu de l'état de ce monde, c'est qu'on a pris un parti pris beaucoup plus prononcé de dire on est un mouvement écologiste et antifasciste et anti-impérialiste, et de dire dans le fond ce qu'on combat et les premières victimes du ravage, c'est le Sud global, les gens qui se retrouvent aux prises avec l'extractivisme et les guerres qui en sont les conséquences, et qu'à un moment donné, il faut s'attaquer aux milliardaires extractivistes, Bolloré, il faut s'attaquer aux industries comme Thales qui sont en train de vendre des armes à Israël, à ICE, à Minneapolis et à la police de Trump, qui contournent les embargos pour vendre des armes à la Russie. Et je pense qu'à un moment donné, on se situe sur le champ de l'écologie, sur le champ agricole, mais qu'on se situe aussi de plus en plus sur ce champ-là, sur celui des guerres impérialistes et de la montée du fascisme. Il y a du taf. On va continuer à parler de tout ça. On a encore une heure. Merci beaucoup, Benoît, pour ton engagement. Et merci à tous ceux qui participent aux manifs. On peut les applaudir, leur donner de la force. Merci des soulèvements de la terre. Mais on va faire une petite pause pour parler de toi, parce que Aymeric est de retour. Oui, Aymeric est de retour après son tour du monde, finalement. Donc il a eu le temps d'enquêter. Voici ce que vous ne savez pas sur l'invité, et que même l'invité ne sait pas sur lui-même. Jingle. Aymeric, il s'excuse, il a dû s'absenter, le temps que l'affaire Epstein se soit tassée. Il est bien ce jingle. Oh là là, ils se font des bisous. Oui. On est ensemble. La prochaine fois, je lirai le générique avant. Benoît Feuillu, bonjour. Oui.
Voilà. Aujourd'hui, dans ce que vous ne savez pas sur l'invité, et lui non plus, quelque chose de fou. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose que si on vous le dit, vous dites « Putain ». Vas-y. Si vous êtes Marseillais. Ouais. Mais sachez que Benoît... C'est un roulement de tambour de machine à laver. Non. Je suis pas bossé, je suis en vacances. Ouais, non, mais ça se sent pas pour l'instant. Benoît, en effet, est l'homme le plus petit du monde. C'est pas vrai. Mais non. Il mesure 17 cm. Mais non. Mais ça paraît pas là comme ça. Oui, ça ne saute pas aux yeux. Mais non. Mais c'est normal, il est tout petit. Alors... Non. Benoît, plein de petites questions nous viennent dans notre petite tête. La première, elle est évidente. Vous préférez qu'on vous appelle nain, personne de petite taille ou Sylvie? Personne de petite taille. J'ai entendu, c'est nul. Qui c'est Personne de petite taille, bien entendu. Personne ne veut se faire appeler Sylvie. À part ceux qui aiment bien les boules à neige. Deuxième question évidente également. Mon micro il marche ou pas? Non mais j'entends pas les rires. Alors, continue. Deuxième question évidente. Y a-t-il des flippers adaptés à votre taille? Je parle bien sûr du jeu, pas du dauphin. Il n'y a pas de taille pour les dauphins. Je veux faire du dauphin. Pas de souci, petit enfant. Quand je pense que t'as eu 15 jours. Ouais, mais... Troisième question. Bon, là, on avance, là. Oui. Ouais, parce que... Troisième question, toujours d'une évidence implacable. Utilisez-vous le sèche-main pour vous sécher les cheveux? Et dans ce cas-là, avez-vous les mains toujours humides? Et du coup, à chaque fois qu'on vous dit « Oh bah il est dégueulasse, lui », et vous justifiez en disant « Non, c'est parce que je sors les toilettes ». Et la personne elle est là « Oui ». Quatrième question, et celle-là c'est pour mes copains. Est-ce que je vous ai manqué? Ma folie et ma rigueur sont de retour. 17 cm, ce qui fait donc de vous l'homme le plus petit au monde. Juste derrière Bill John McKinsey, Bill Texas, Florida, ce Norvégien bien connu des plateaux télé pour ses 19 cm. Que d'ailleurs vous avez rencontré en 2002 lors du concours des gens qui ont le plus de bras au monde. Car Benoît est aussi la deuxième personne qui a le plus de bras au monde. Mais ça se voit pas. Il n'y a que lui qui applaudit là. Bah, il m'a encore piqué la blague. Alors, mais il n'y a que lui qui applaudit. Tu vois, t'avais pas besoin de 15 jours. Bon, allez. Là, faut savoir que c'est pas la chronique principale. Mais c'est pas possible, ses parents viennent de Tchernobyl. Ouais, écoute, ça n'a plus aucun sens. Ah oui, là, vous avez donc 7 bras. Plein de questions nous viennent en tête. Combien de temps cela prend lorsqu'on prend vos empreintes? Je refuse en général. Ah bah voilà. Ah, ça c'est bien. Il me coupe. Tu recommences au début. On commence au début. Voilà, je réponds. Mais revenons à votre petite taille et surtout à vos 728 dents. Car oui, Jérôme est aussi l'homme avec le plus de dents au monde. Jérôme? Je sais plus comment. Benoît, bon alors. Mais enfin. Mais je sais pas. Oui, de toute façon. Vous vous rendez compte qu'il a eu 15 jours? Est-ce que c'était une bonne idée? Mais faut se plaindre à ChatGPT, hein, moi j'en sais rien moi. 728 dents au monde. 28. 728 dents. Non, mais le ralentit pas. Là, les gens d'Ariège ou d'Ardèche, qui nous regardent, pas en vidéo, mais sur leur moniteur radio, ils sont là. Pas possible, il est incroyable, Benoît. Vite, achetons-nous un écran, Ganja. Un quoi, un bar de café? Un écran? Mais pourquoi faire, bar de café? Pour rejoindre Babylone? C'est ça que tu veux? Allons construire un aqueduc avant. Bon bref, alors en tout cas, bravo à vous pour tous ces records du monde, car même si vous êtes différents de nous sur plusieurs points, ce sont les différences qui font le tout. Merci Émeric. Je ne pensais pas qu'on allait aller au bout. J'y croyais plus. Merci, on te retrouve quand même tout à l'heure Émeric. Reste concentré. Ça nous avait manqué. Tout ça, Émeric. Et 15 jours. Quand je... Et je crois que j'ai fait un AVC. Quand je... Mais tout le monde a fait un AVC. Quand je manque de toi, c'est d'ailleurs ce que chantait Garou. Juliette, est-ce que c'est ce qu'on va écouter, j'imagine? Certainement pas. Et allez. voilà. Du snobisme encore, mais par de contre, Radio moi, Nova. j'avais super envie de voir ta tête, Guillaume, quand je vais annoncer qu'on va écouter un titre du dernier album du vraiment très connu Sébastien Tellier. Voilà. Oui.
Cool. Si, il y a au moins 4 personnes qui sont contentes. Allez, bref, 5, 8, ça s'appelle Naïf de cœur, exactement comme toi, Émeric. La dernière. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Longpré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Benoît Feuillu, un des porte-parole des soulèvements de la Terre. Et il est l'heure à présent de retrouver celle qui, malgré son nom, a la noblesse de vouloir en finir avec l'aristocratie. Alice de Rochechouart. Est-ce que t'as passé une bonne semaine, Alice ? Eh ben, j'ai passé mon temps à lire les fichiers Epstein, hein, donc oui, bof. d'accord, ouais. Je suis pas du tout traumatisée, quoi. Et putain, ils y sont tous, hein. Donc Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Jack Lang dont tu as parlé, la future reine de Norvège, Elon Musk. Il y a même Marine Le Pen qui est citée, mais alors juste pour dire qu'elle est complètement idiote. Je vous jure que c'est vrai. si, je vous jure que c'est vrai. Alors, il y a que Morandini qui est pas, bizarrement. Mais c'est parce que lui, c'est un pédocriminel patriote. Ouais, c'est agression made in France, quoi. Alors, depuis la sortie des fichiers, ça parle beaucoup complotisme dans les médias et sur les réseaux. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les complotistes avaient raison depuis le début ? Déjà que les lunettes de soleil de Macron avaient excité tous les reptiliens. Mais alors là, c'est la roue libre totale. Les fichiers Epstein confirmeraient tout, depuis l'assassinat de Lady Di jusqu'à l'invention du Covid dans les labos américains. Il y a même des gens qui disent, je vous jure que c'est vrai, que ça prouve que Britney Spears a été clonée. Voilà. Ouais. Alors déjà, je précise, je dis Epstein et pas Epstein. C'est juste parce que ça se prononce comme ça aux États-Unis. C'est pas parce que je veux cacher qu'il est juif, ou encore parce que Epstein, ça rime avec Poutine. Comme certaines personnes m'en ont accusé sur les réseaux sociaux. Wow. Et oui, c'est à toi que je parle, vérité Illuminati 666. Alors les théories du complot, c'est pas un phénomène nouveau, mais ça s'accentue ces dernières années. Et aujourd'hui, plus d'un tiers des Français, et même parfois on dit 2 tiers, croient à une théorie du complot. Souvent, c'est un sujet qui est abordé d'un point de vue cognitiviste, c'est-à-dire à partir du fonctionnement du cerveau. Et c'est vrai qu'on a des cognitifs qui rentrent en ligne de compte. Mais le problème, c'est que ça nous fait manquer la dimension politique. Or, les théories du complot s'enracinent dans de nombreux facteurs sociopolitiques. C'est ce qui explique que tous les pays n'ont pas le même taux de croyance aux théories du complot. Et ça dépend de 3 critères. 1, le faible niveau de démocratie et de participation à la vie politique. 2, une situation sociale précaire. Et 3, une classe politique perçue comme corrompue. Donc nous, en Macronie, on est nickel. Et puis, toutes les catégories de population ne sont pas concernées de la même manière. Les personnes les plus touchées par les idées conspirationnistes sont les personnes dites déclassées. Et pour le philosophe Frédéric Lordon, le complotisme est donc lié à la dépossession. Quand une population est dépossédée de son pouvoir d'action politique, elle a tendance à verser dans le complotisme pour se réapproprier sa situation. Et évidemment, certains courants politiques vont instrumentaliser le complotisme, soit en qualifiant de complotiste toute critique légitime du système, soit en propageant eux-mêmes des théories du complot pour accéder au pouvoir. Par exemple, Trump s'était appuyé sur les QAnon, un mouvement conspirationniste, pendant sa campagne. Et aujourd'hui, alors qu'il est énormément cité dans les fichiers Epstein, il prétend qu'il y a un complot contre lui. Et bien sûr, en divulguant 3 millions de mails, 180 000 photos d'un coup, certaines censurées, d'autres non, sans qu'on comprenne bien les critères, il sème volontairement la confusion et nourrit le conspirationnisme. En fait, les théories du complot sont une mauvaise réponse à des problèmes réels. Plutôt que de s'attaquer collectivement aux structures antidémocratiques, on va chercher les boucs émissaires. C'est d'ailleurs pour ça que les théories du complot sont souvent d'extrême droite, comme par exemple le grand remplacement. Et dans le cas de l'affaire Epstein, on assiste à une explosion de thèses antisémites. Il y a même Dieudonné qui fait son comeback, c'est quand même pas extrêmement bon signe. Et alors, oui, c'est vrai, Epstein était sioniste, il était très proche de membres du gouvernement d'Israël, et c'est important de le souligner, mais beaucoup de ses clients n'étaient pas juifs, et la critique du sionisme ne doit jamais légitimer l'antisémitisme. Une autre caractéristique des théories du complot, c'est qu'elles vont souvent chercher du côté du maléfique. Par exemple, on raconte qu'Epstein aurait organisé des rituels satanistes cannibales. Alors, c'est peut-être vrai, mais on n'a pas vraiment de preuves, et ça donne une lecture pathologisante, quasi surnaturelle, d'une réalité malheureusement beaucoup plus banale. Dans notre société, les puissants déshumanisent. Il n'y a pas besoin d'être sataniste pour être pédocriminel ou pour violer des femmes. Il suffit d'avoir le pouvoir de le faire et de bénéficier d'une impunité totale. Il suffit d'être un mec, quoi. Alors, dans l'affaire Epstein, ne nous laissons pas aveugler par des théories qui font d'un petit groupe l'incarnation d'un mal surnaturel. Car ça fait diversion sur ce qui permet réellement à ces crimes d'advenir. Une structure sociale oligarchique, patriarcale, impérialiste, adultiste,
qui conduit à toutes les violences imaginables et à l'impunité de ceux qui les commettent. Et ça, c'est pas un complot sataniste, c'est le capitalisme, comme par hasard. Merci Alice. Alice de Rochechouart, merci d'avoir fait ça. Incroyable. Et donc, t'as vraiment... Ah ouais, j'ai pas lu les 3 millions de mails, hein, mais... t'as vraiment été sur le... C'est quoi, il y a un site et tout? Il y a le site, c'est le DOJ, le département de la justice américaine. Et donc, il y a un moteur de recherche avec... Tu peux taper des trucs, tu peux taper des noms, tu peux taper des... D'accord. J'ai trouvé des noms, d'ailleurs. J'ai trouvé quelqu'un autour de cette table qui a été cité 111 fois dans les fichiers Epstein. Putain, Émeric, qu'est-ce que... Non, mais attendez, je peux me justifier. Non, mais je sens un petit mouvement glacé. Dans les... Quelqu'un a une idée? Attendez, parce que Juliette, elle pense que c'est moi. Guillaume, qu'est-ce que t'as trouvé? Eh ben, j'ai tapé... C'est vrai que j'aime bien la plongée sous-marine, donc peut-être les îles et tout. Ouais, bah, j'ai tapé Meurice, effectivement, 111 résultats. Tu veux nous expliquer, Guillaume? Je crois que j'ai l'explication. Ouais. Il n'y aurait pas un hôtel oui, c'est l'hôtel. Voilà. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Merci beaucoup, Alice, d'avoir fait le travail. On peut t'applaudir encore. Et si vous voulez en savoir plus, il y a ton podcast Fil d'actu, PHIL, et on te retrouve également en librairie avec ton livre Privilèges, ce qui nous reste à abolir, parce que paraît-il, il en reste, ça tombe bien, on est encore jusqu'à 20h avec Benoît Feuillu, des soulèvements de la Terre, et puisqu'on en est à parler des choses qu'on aime bien, il y a un film qui sort, qui s'appelle Soulèvement, qui sort au cinéma le 11 février et qui raconte l'histoire des soulèvements de la Terre. C'était important aussi de mener cette bataille qui est une bataille culturelle, là, finalement, d'aller au cinéma. Oui, et c'était aussi important d'avoir un endroit où il y avait plein de voix différentes des soulèvements de la Terre qui pouvaient s'exprimer et de montrer la diversité aussi de nos attachements au territoire, des terrains d'action. Je veux dire, on a agi sur des montagnes, sur des glaciers, sur des zones humides, des forêts. Et le film, il laisse s'exprimer vraiment tout un tas de personnes différentes et il prend le temps de raconter. Et nous, quand Thomas, le réalisateur, il est venu nous voir, on sortait d'une séquence vraiment baston, ring médiatique sur des plateaux hostiles avec des gens qui essayaient de nous dire vous êtes des fous dangereux, et nous, il fallait qu'on se batte pour faire entendre nos voix. Et là, on a senti qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre le temps, et c'est devenu rare le temps dans les médias et au cinéma aussi. Et lui, il l'a fait assez admirablement. Et aussi, du coup, je pense que comment dire, voilà, c'est pas vraiment un film d'action. On nous entend beaucoup parler. Enfin, c'est du témoignage. Il y a 16 témoignages, comme tu dis, très, très divers et variés. Et je veux dire, pour nous, c'est pas complètement évident de se faire filmer parce qu'une partie de ce qu'on fait, des fois, on transgresse un peu la loi. C'est pas tout évident de nous filmer en action. Et là, il prend le temps de nous écouter. Et quand même si c'est pas un film d'action, je pense profondément que ce film, si vous le voyez, il y a déjà 20 000 entrées en avant-première et il sort mercredi. Et je pense que ça va être hyper classe. Et je pense vraiment que si vous le voyez, ça va vous donner envie d'aller démonter des centrales à béton et d'occuper des terres et de débâcher des bassines et tout. Et en fait, cette envie-là, elle est juste joyeuse et vitale et il faut aller voir le film pour ça. Et ensuite, il faut agir. Il sort mercredi. Allez-y pour le kiff, pour apprendre des choses et pour filer un bon vieux somme à Gérald Darmanin. Comme dirait l'autre, la révolution ne sera pas télévisée, mais elle sera radiodiffusée. Mais ça sera juste après la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Loncret, Pierre-Emmanuel Barré, Alice de Rochechouart qui est restée avec nous et notre invité, Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre. Benoît, tu as l'habitude des manifs un peu chaudes avec des flashballs, des lacrymos, des yeux, des mains arrachées, tout ça. Mais rien ne t'a préparé à ce qui va suivre, qui est bien pire que tout ça réuni. C'est Pierre-Emmanuel Barré. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de calme. Un peu de calme. La récréation est terminée, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît, qu'on puisse commencer. Et ben voilà, quand vous voulez, on y arrive. Pas facile de gérer une classe de 350 élèves. Mais faut s'habituer, ça va finir par être la norme. Le budget 2026 a été validé. À la rentrée, il y aura 4000 profs en moins. L'on prêt, les téléphones, c'est dans les sacs à dos. Excuse-moi, pardon. Je suis un peu dans mon rôle encore. Mais quand même, t'es tout le temps sur les écrans, là. T'es là, j'ai combien de likes, Oh, ça y est, regardez, j'ai dépassé Guillaume, regardez. T'as besoin d'une digital détox, Émeric. Comme Nicolas Bedos. Si Nicolas, il a fait une digital détox. Le juge, il lui a dit, arrêtez de mettre des doigts à toutes les filles que vous croyez, monsieur Bedos. Et moi, il faut absolument que j'arrête avec le PQ Biocop. On passe au travers une fois sur deux, c'est dégueulasse. Non mais on a déjà les classes les plus surchargées d'Europe. Et Macron, il fait quoi? Il supprime 4000 enseignants. Alors après, il n'a pas fait ça sur un coup de tête, à mon avis. Il y en a là-dedans.
Il a fait des études, il a fait l'ENA, tout ça. Non, Macron, il a réfléchi. Il a dû se dire, si les classes sont surchargées, il suffit d'enlever les profs et leurs gros bureaux, ça fera plus de place pour les élèves. C'est pas pour rien qu'on confie les postes clés aux plus brillants d'entre nous. Si ça se trouve, le gamin qui a poignardé sa prof, c'est juste un macroniste un peu trop premier degré. Allez, plus de 3999 profs à supprimer. Et pendant que l'école publique crève, les financements de l'État à l'enseignement privé ont augmenté de 30% depuis 2017. Alors après, je comprends qu'il soit attaché à l'école privée, Macron. C'est quand même ça qui lui a permis d'arriver au bac les couilles vides. Ça déstresse avant les cris. Non, faut le reconnaître. Alors, j'ai demandé à ChatGPT les principaux défauts de l'enseignement privé. Il m'a dit le séparatisme social, avec la concentration d'élèves favorisés, la sélection des élèves qui exclut ceux en difficulté, l'atteinte à la laïcité, avec des établissements majoritairement confessionnels, l'opacité financière, avec en moyenne un contrôle budgétaire et administratif tous les 1500 ans pour une institution privée. J'ai vérifié, c'est vrai. Alors après, ChatGPT, il m'a dit « Souhaitez-vous que je vous présente les arguments de défense du secteur privé pour avoir une vision équilibrée du débat ?» J'ai dit non. Mais je comprends le dilemme éducatif. Soit tu mets tes enfants dans le public et il n'y a pas de prof, soit tu les mets dans le privé, mais ils se font enculer. C'est des choix parentaux qui ne sont pas évidents. Il n'y a pas 50 000 solutions. Si on veut une société plus égalitaire, les écoles privées, il faut toutes les détruire. Alors, est-ce qu'on fait sortir les élèves avant à discuter en AG? Moi, je suis ouvert à toutes les options. De toute façon, pour un monde meilleur, il faut supprimer tout ce qui est privé. Les écoles privées, les cliniques privées, Yael Braun privé. Oui, je sais, c'est privé, je sais, c'est privé. Et sinon, la blague, elle marchait pas, c'est une super blague. Non, parce qu'on le connaît, l'objectif des libéraux. C'est le même pour l'école, la santé, l'énergie, les transports. Tu laisses pourrir les services publics jusqu'à ce que ce soit bien la merde. Et après, tu dis, oh, zut de zut, ça marche pas, le public. Vous voyez bien, le privé, c'est plus efficace. On n'a qu'à tout privatiser. Alors je suis désolé, mais ça c'est des méthodes de gros forceurs. Il n'y a pas du tout consentement. Les macronistes, il faut les regarder droit dans les yeux et leur dire, écoutez, nous, en tant que citoyens attachés au bien commun, voilà ce que nous pensons. Et là, tu leur rattrapes la bite, tu la brises en deux. Je vous ai déjà dit, j'ai rompu le dialogue. En moins de 10 ans, les macronistes, ils ont détruit méthodiquement et volontairement tous les services publics. Si Bardella arrive au pouvoir, il va bien s'emmerder. Il va être là, ah bah super, oh non, merde. Les gars d'avant ont déjà appliqué tout notre programme, on n'a plus rien à faire, nous. Non, Macron, la petite soubrette du RN, là, je suis sûr qu'il va laisser l'Élysée tout propre, avec le lit au carré et sur l'oreiller un chocolat et un petit mot. Bon quinquennat, Jordan. Merci de m'avoir écouté. Cher Emmanuel Barré, qu'on retrouve en tournée avec son spectacle comeback dans toute la France, à Paris, au Bataclan, au printemps. Et je m'aperçois que mais non, les chroniques de Saroustan. Mais oui. Mais c'est un véritable succès mondial. On parle de millions d'exemplaires. Des adaptations dans toutes les langues, des chroniques de Saroustan. C'est incroyable et c'est dispo dans toutes les bonnes librairies et même les mauvaises longues. Même partout. Complètement. Partout. Même chez l'épicier. On des millions. On parle de millions. Bon, voilà, selon la CGT. On est toujours avec Benoît Feuillu des soulèvements de la terre et on parlait des combats qu'il y a à mener en ce moment et on parle de la loi Duplon qui revient dans l'actualité. On est un petit peu perdu, on a signé les pétitions, on a l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Là, ça revient, par où ça repasse? Par le Parlement? Non, c'est qu'il y a un débat mercredi sur la pétition qui a vu qu'il y a eu 2 millions de signatures quand même. Ils se sont dit 6 mois après, on va faire un débat autour. Ouais. Sauf que en fait, ils ont lâché sur les néonicotinoïdes pendant l'été suite à la pétition. Mais Duplon, c'est un taré. Lui, il arrête jamais. Il va remettre une loi pour réintroduire les néonicotinoïdes. Et il y a tout un tas de mesures, y compris européennes, là, qui visent à ce que les pesticides restent et ne soient plus remis en cause pendant des années. Et en fait, on est à un moment où nous, comme on l'a dit, on veut vivre dans un monde où les paysans ne disparaissent pas et où en fait les gens peuvent grandir avec des gamins de 15 ans sans qu'il y ait des clusters de cancer pédiatrique partout. Et en fait, c'est en train d'exploser. Nos camarades de Cancer Colère, dont la voix de Fleur a émergé très fort pendant l'été parce qu'elle était forte et belle. En fait, ce qu'elles ont dit, c'est qu'on fait face à une épidémie de cancer. Et les cancers ont doublé depuis les années 90. Les facteurs environnementaux sont énormes dans les cancers et c'est notamment les pesticides. Et en fait, on a un gros problème dans ce pays. C'est qu'on a un syndicat agricole qui est dirigé par un patron de l'agro-industrie, qui est Arnaud Rousseau,
Rousseau, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme, faut s'imaginer, c'est peut-être dur à imaginer, c'est un peu comme si la CGT était dirigée par Bernard Arnault ou un truc comme ça, tu vois. La FNSEA, donc, pour pas la nommer. Ouais. La FNSEA. Et en fait, ces gens-là ont tout intérêt, parce que c'est ce qu'ils vendent, c'est ce qu'ils produisent, de continuer à intoxiquer les terres en France, à intoxiquer les corps. Et mais ils s'intoxiquent eux-mêmes, du coup. Oui, c'est-à-dire que lui, il n'est pas paysan, il essaie de faire comme si, tu vois, il parle un peu comme là, il n'est pas du tout agriculteur, il est patron de boîte. Et en fait, tout au long de l'année, il y a des gens qui font des recours juridiques, qui font des reconnaissances de maladies professionnelles, qui se battent, des assauts. Il y a des parents qui se battent parce que leur point de captage d'eau est intoxiqué et ils ne sont pas entendus. Et nous, ce qu'on fait avec les soulèvements de la terre, c'est de se dire, avec ces assauts de victimes, avec y compris ces paysans qui ont utilisé ces produits, qui se sont intoxiqués eux-mêmes, parfois leurs enfants, parfois leurs proches et leurs voisins, et qui voient que c'est plus possible et qui sont pas entendus, c'est de prendre le mal à la racine. C'est ce qu'on essaye de faire régulièrement, et de se dire, en fait, il y a des responsables. J'ai cité Arnaud Rousseau, c'est très clair, mais il y a d'autres responsables, et les premiers responsables, c'est Bayer. C'est Bayer Monsanto, c'est BASF, c'est Syngenta, c'est les producteurs de pesticides qui font des procès bâillons, qui font du lobbying à n'en plus finir pour continuer à répandre leur merde. Et ce qu'on a fait en novembre, c'est d'aller avec des malades, avec les camarades de Cancer Colère, avec des paysans qui s'étaient eux-mêmes intoxiqués aux pesticides et qui essayent de se faire reconnaître pour ça. Et on a débarqué à l'intérieur d'une usine BASF, une des pires du pays, parce qu'en plus elle exporte du fipronil, qui est un produit qui est interdit à l'utilisation ici, mais elle l'exporte au Brésil, où elle empoisonne les paysans et les corps au Brésil. Et on a débarqué dans cette boîte et on l'a fermée pour la journée, et il y a eu des paroles très fortes, et on a sorti une carte des sites de pesticides dans le pays. Et là, ce sur quoi on s'organise, c'est qu'il y ait un ensemble de blocages, d'occupations, de désarmement sur les sites de pesticides en France. La carte, on peut la consulter sur le site des soulèvements de la terre ? On peut la consulter sur le site des soulèvements de la terre. Et je pense que tant qu'on n'ira pas prendre le mal à la racine, tant qu'on n'ira pas bloquer ces industries, ils vont continuer. Juliette ? Oui, tu étais en train d'évoquer tous ces énormes agro-industries, Bayer, etc. Et ils sont connus, tous ces lobbies, pour avoir des avocats extrêmement costauds, voire des bataillons d'avocats. Vous-même, vous en avez, par exemple, les soulèvements de la terre, vous commencez à avoir des avocats un peu... Enfin, je sais pas... genre des ténors, des gars aussi solides que ceux qui en face. Alors on a des avocats, surtout on a une équipe légale qui est incroyable, qui sont des gens qui sont bénévoles, des gens de base, qui se font le mouvement, quoi, qui font les commissions du mouvement. On a des équipes logistiques, légales, comptables, de sécurité informatique, et ces gens, ils bossent avec des avocats et ils se forment avec eux, ils les forment parfois avec leur expérience du terrain. Et c'est vrai qu'il faut le souligner, notre mouvement n'existerait pas sans un appui légal et juridique extrêmement important. Du coup, big up à l'équipe légale des soulèvements de la terre et on les applaudit. Et à tous les avocats. L'équipe légale. Et comment on fait concrètement pour rejoindre les soulèvements de la terre ? J'imagine qu'il n'y a pas de carte de membre, il ne faut pas s'inscrire quelque part. Alors au moment où ils ont tenté de nous dissoudre, il s'est passé un truc un peu incroyable, c'est que tout le monde s'est précipité pour commettre un délit. C'est-à-dire que si tu étais encore les soulèvements de la terre, tu étais passible de 6 mois d'emprisonnement et 20 000 € d'amende. Et là, tu as 200 000 personnes qui ont fait ouais, je veux rejoindre les soulèvements. Et il y a 200 comités locaux qui se sont montés un peu partout dans le pays et qui sont vivants, qui sont en lien avec les luttes locales, qui viennent aux mobilisations nationales. Et le moyen le plus rapide, efficace autour de vous pour rejoindre les actions des soulèvements de la terre, c'est de sonner à la porte de votre comité local, et il y a l'ensemble des adresses qui sont sur le site des soulèvements de la terre. Ok, regroupons-nous. Mais oui, très bien, ça c'est concret. Et on a beaucoup parlé depuis le début de ce contre quoi on luttait, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce pourquoi on luttait. Est-ce que c'est cette fameuse agriculture responsable ? On ne sait même plus comment dire, tellement tout a été récupéré par le capitalisme, mais je ne sais pas, bio, responsable, équitable. Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde avec cette agriculture là ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Non, parce que c'est beaucoup ce qu'on entend. On entend s'il y a de l'agriculture intensive, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ça que les éléments de langage qui sont véhiculés. Mais c'est une énorme manipulation. Quoi. Je veux dire, c'est la manipulation des vendeurs de phytosanitaires, de produits toxiques et d'Avril. Oui, bien sûr, il y a une agriculture paysanne qui peut nourrir le monde, qui est vivrière et qu'on doit défendre. Et je pense vraiment un des aspects du mouvement, il y a tout un tas de gens qui sont dans ce mouvement, comme je le disais, qui sont paysans, qui sont en train de devenir paysans et paysannes. Et aussi, je veux dire, là on parle beaucoup des actions un peu offensives, conflictuelles, et en vrai toute une partie du mouvement, c'est de vivre sur des territoires et d'apprendre à vivre autrement et de plein de manières. Je pense la part très forte de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, et ce qui fait que plein de gens venaient, c'était qu'on était en train de construire des formes, je sais pas, d'autogestion, de démocratie directe sur
un territoire, d'autres manières de se rapporter à la forêt, aux prairies, au bocage, et ça, tout ça, c'est primordial. Et c'est aussi, enfin, je veux dire, on peut pas rester tout le temps. Enfin, on est dans le conflit parce qu'il est nécessaire, mais dans le fond, on est aussi un mouvement de un peu, je sais pas, je veux pas faire trop hippie, mais on est un mouvement de fête et de joie, et ça, c'est présent. Ouais, ça y est, Émeric qui vient de rejoindre la lutte. Toi, t'habites toujours à Notre-Dame-des-Landes? Enfin, je veux pas donner ton adresse perso, peut-être que c'est compromettant, mais. Oui, bien sûr. Je pense que quand on s'est à ce point, battu pour un territoire comme ça, et quand on s'est lié à ce point aussi aux habitants autour, je pense qu'on peut plus vraiment repartir. Et voilà, et on est plein. Il y a 40 lieux de vie collective. Il y a des gens. Est-ce que c'est pas ça qui craignent finalement? Est-ce que c'est pas ça qui craigne plus que la violence, des manifestations, etc. Est-ce que c'est pas que vous montrez qu'une autre agriculture est possible, un autre mode de vie est possible? Pour des questions de pratique, c'est combien de gens et c'est combien d'hectares? Alors, c'est 1650 hectares. Il y a pas mal de tireuses à bière au mètre carré. Non, je ne vais pas tomber dans les clichés sur les zadistes. C'est pas obligé. Non, on fait la fête. On a des tireuses à bière très souvent. Chaque 17 janvier, comme on l'a fait encore récemment, on célèbre la victoire contre l'abandon de l'aéroport et on invite des luttes en cours. Et en fait, pour te dire concrètement, c'est 1650 hectares qui ont été préservés. Il y a des projets agricoles issus du mouvement. Je peux même pas dire des projets, des fermes issues du mouvement, il y en a une vingtaine, et qui cultivent des terres, font de l'élevage qui protège la biodiversité sur des centaines d'hectares de terre, sur plus de 600 hectares, et on a maintenu aussi la prise en charge de la forêt. Ça, c'est tout le côté un peu constructif, artisanal, et aussi tu as tout un tas de lieux culturels, d'expériences sociales, et pas mal d'appui aux luttes aussi, parce que je veux dire, nous, on a bénéficié d'énormément d'appui, de soutien, de solidarité au niveau national, et on essaye avec plein d'autres de rendre un peu l'appareil. Mais merci, on va vous rendre visite du coup, si à la fête à Notre-Dame-des-Landes. Le 17 janvier. Voilà, on en a plus régulièrement que ça, c'est pas une fois par an. Impeccable. Reste avec nous, Benoît, jusqu'à 20h sur Radio Nova. Des histoires dans les luttes, il y en a, car les histoires, c'est la vie. Et ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Bon, c'est un. Comme le disait Victor Hugo, fit Juliette Arnaud. C'est pas marqué dans les livres. C'est que le spécialiste autant. Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. Je ne laisserai jamais de vaisselle dans l'évier. Ok. C'est une des promesses, on ne sait pas de moi, hein. C'est une des promesses sur les grandes affiches blanches qu'on a vues récemment dans le métro parisien, promesse signée Friend.com, une promesse qui n'engage pas des masses puisque Friend.com, ça vend une IA sous forme de collier, et une IA, ça fait beaucoup de choses, mais ça fait pas plus la cuisine que la vaisselle. Une IA proactive puisqu'elle est capable de capter tous les sons autour de la personne qui a le collier, les conversations par exemple de notre environnement, et elle y réagit sans même qu'on l'ait sollicité. C'est un peu effrayant. Et moi, j'ai entendu Avi Fishman, son créateur, dire dans une interview, en fait, parler à cette IA, c'est un peu comme parler à Dieu. C'est une entité omniprésente à laquelle on peut se fier sans craindre d'être jugé. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, il y a un type qui vient d'inventer un ami imaginaire pour les adultes. Parce que les enfants, ils font ça avec facilité, ils font ça couramment, ils le font pour surmonter la solitude ou une grande angoisse. Et cette aptitude se disperse ensuite, parce que c'est pas très commode quand on est adulte de dire oui, pardon, je suis en retard au boulot, mais c'est la faute d'Émeric, mon ami imaginaire, et il a mangé mon passe Navigo. ça passe pas de ouf. Pour autant, les grandes personnes s'inventent des gens. Très récemment, la chanteuse anglaise Ray caracole en tête de tous les hits avec une chanson qui s'intitule « Where is my husband ?» Où est mon mari? Alors on pourrait croire comme ça, juste au titre, que c'est une femme qui ne sait pas si son mari il est au bistrot et que ses copains au foot ou à la bibliothèque. Non, il n'est pas à la bibliothèque. Donc, dans la chanson, Ray, les premiers mots de la chanson, je vous les traduis en français, c'est « Où est mon mari bordel ?» Pourquoi est-ce que ça lui prend autant de temps pour me trouver? Où est mon mari bordel? En train de s'envoyer en l'air avec une autre? Et là, on comprend que le mari en question n'existe littéralement pas, ce qui n'empêche pas la femme de s'agacer du temps qu'il lui faut à cet abruti pour la trouver. Alors là, on a deux options. Soit on se dit qu'elle est zinzin,
parce que les femmes, elles sont folles. Soit on se dit, tiens, c'est marrant, ce personnage qui fait vivre cet amoureux potentiel, qui est là, quelque part, à tester sa patience à elle, en se bagnodant. Et si on est sur cette seconde option, ce qui est mon cas, alors ça peut nous rappeler un autre adulte qui s'inventait une personne. C'était en 1979, il s'appelle Renaud. À l'époque, il était jeune homme et il a écrit une chanson qui s'appelle Chanson pour Pierrot. Et Pierrot, c'était un enfant qui n'était pas là, né dans sa tête, au fond de son cerveau, à qui il faisait, Renaud, un genre de prière païenne pour que l'enfant sorte de l'absence. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Et heureusement que dans cette chanson, il y a des moments où on rit, notamment quand Renaud dit, il lui fait une promesse à cet enfant, il lui dit, le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis, au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Parce que sinon, c'est déchirant d'entendre quelqu'un dire tout frontalement à un enfant imaginaire, ne pas te voir, j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Peut-être que Renaud, il pouvait le faire, peut-être qu'il pouvait écrire ça et le chanter, il s'en sentait l'autorisation, parce qu'encore un peu plus tôt, en 1970, il y a un autre chanteur, auteur de chansons, Maxime Le Forestier, qui lui s'était inventé un frère. Dans la chanson Mon frère, le frère attendu, il n'est pas venu. Alors le personnage, il raconte tout ce qu'il aurait fait, tout ce qu'il aurait vécu avec lui, toute leur enfance, leur adolescence. Il lui écrit, il lui dit, toi le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble? Et il définit ça, il dit, on aurait été deux amis qui se ressemblent. Et cette fantasmagorie-là, tout le monde l'a caressé un jour ou l'autre. Mais surtout, à la fin de la chanson, Maxime Le Forestier, il dévoile la raison pour laquelle on peut bien être adulte avec des factures et des chaussures taille 44 et néanmoins s'inventer un ami imaginaire. Dans la chanson, écoutez-la encore une fois, il s'adresse à ce frère pas venu. Là, Maxime Le Forestier, il chante presque plus, on dirait qu'il parle. Il lui dit, je t'ai dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. Alors, pour mon épitaphe, je propose que vous écriviez « Veuillez repasser ultérieurement actuellement occupé à faire la fête avec tous ses potes imaginaires. » Juliette Arnaud. Merci Juliette. On retrouve en podcast Juliette Arnaud Pénélope sur Instagram. On est avec Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre. Ça m'a fait penser à une question. Ta chronique, Juliette, ton début de chronique sur petit dispositif qui écoute absolument tout. Je me dis que les Soulèvements de la Terre, vous devez être sur écoute en permanence. Est-ce que tu arrives encore à téléphoner, toi, tranquillement, en te disant bon, c'est bon, je peux dire ce que je veux Ou est-ce que tu te dis est-ce que quand tu téléphones, tu dis coucou à ceux qui m'écoutent? Comment ça se passe? J'ai plus vraiment de téléphone classique et j'ai pas trop envie de parler dans un téléphone classique en général parce que c'est pas forcément super agréable. En plus, je veux dire, quand j'étais à la SDAT, là, au 4e sous-sol, ils te montrent un peu les écoutes, ils te les font de la section antiterroriste. Quand même. Mais après, il y a tout un tas de moyens de sécurité informatique pour protéger pour protéger des possibilités d'écrire des messages et de parler et se protéger des intrusions. Et quand on a échangé tous les deux pour préparer l'émission, je vous ai fait mettre l'application Signal, et c'est une application libre, indépendante et géniale parce que en fait elle permet à tout un tas de gens de ne pas être espionnés par la police et de ne pas dépendre des GAFAM ou d'usages qui sont commerciaux et problématiques. Donc ça c'est un bon conseil. C'est vrai, et même moi j'ai réussi à l'utiliser. Autant vous dire que c'est pas difficile. Donc c'est efficace. Signal. Ouais, très bien. Ok, merci beaucoup. Merci Benoît, tu restes avec nous. Merci. On a fait de la publicité pour Signal. Maintenant, on peut faire de la publicité pour d'autres trucs qu'on aime moins. C'est maintenant. Vous êtes bien sur Radio Nova, toujours la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre. Il est 19h42, l'heure de notre séquence l'invité de l'invité. Benoît a choisi de nous présenter celle que je vous demande d'applaudir bien fort, Micheline du collectif Vietnam Dioxine. Salut Micheline. Bienvenue. Le collectif Vietnam Dioxine, c'est un collectif qui demande justice et réparation pour les millions de victimes du déversement de 80 millions de litres d'armes chimiques, notamment ce qu'on appelle l'agent orange sur les terres du Vietnam. Qu'est-ce que la dioxine et quels sont les effets à long terme ? Alors, l'agent orange, c'est un herbicide qui a été produit pendant la guerre du Vietnam, dont les États-Unis ont d'ailleurs ont incité les multinationales, dont Bayer Monsanto, à produire ces 80 millions de litres. En fait, pourquoi ils l'ont utilisé ? Parce que les résistants vietnamiens arrivaient à se cacher dans la forêt et tiraient avantage de leur environnement.
Et donc ça a rendu fou l'armée des États-Unis. Et en 61, le président à l'époque Kennedy a ce qu'on appelle acté l'opération Ranch Aid, qui veut dire ouvrier agricole. Et donc a supervisé la production massive de défoliants pour en fait faire tomber les feuilles des arbres pour dénicher les résistants qui creusaient des tunnels, qui arrivaient justement à détourner l'attention. Et donc ça a eu des conséquences à la fois sur les terres. On parle du premier écocide reconnu de l'histoire et aussi ça a des impacts très concrets sur la santé, donc notamment des cancers. Trantonia, qui est justement l'une des victimes de l'agent orange, elle a contracté plusieurs maladies suite à cela. Et elle a notamment perdu sa première fille d'une malformation cardiaque. Donc en fait, ça a des effets qui perturbent encore aujourd'hui. Donc là, on est à la 4e génération de personnes encore contaminées. Donc on parle de 3 millions à peu près au Vietnam. Et alors, quelles sont les actions qui sont menées par le collectif aujourd'hui ? Alors nous, on existe depuis 2004, mais on s'est surtout structuré autour du procès de Trantonia, qui est une dame qui a 84 ans, qui est franco-vietnamienne, qui était journaliste pendant la guerre du Vietnam et qui couvrait justement l'avancée du front à l'époque. Et elle a été victime directe des épandages. Et elle porte plainte, accompagnée de ses avocats, que sont Bertrand Répolt et maître William Bourdon, contre les multinationales qui ont produit l'agent orange, donc Dow Chemicals, Monsanto, Hercules et 14 autres. Enfin, en tout, il y a 14 firmes qu'elle poursuit depuis 2014. Donc c'est des actions en justice, j'imagine, très très longues. Oui, exactement. Et là, les dernières nouvelles, c'est que sa plainte a été rejetée en 2021 par le tribunal d'Evry, donc là où elle habite. Ensuite, il y a eu un procès en appel qui a eu lieu en 2024, qui a aussi été rejeté. Et donc là, la prochaine étape, c'est la cassation qui devrait avoir lieu en fin 2026. Combien il y a de personnes qui sont touchées aujourd'hui encore ? Est-ce qu'on a une estimation ? Alors les estimations, elles sont de 3 millions à peu près de personnes qui sont encore victimes. C'est encore assez difficile aujourd'hui de les recenser, en tout cas que ce soit au Vietnam. C'est pour ça que nous, notre collectif, là, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de parler de ce sujet-là, parce que c'est aussi un sujet qui est lié à des traumatismes de guerre. Et on aimerait aussi pouvoir recenser les victimes vietnamiennes en France, enfin les victimes d'origine vietnamienne qui sont en France, de la diaspora vietnamienne, pour justement à la fois les faire connaître et rouvrir un petit peu aussi ce sujet-là. Et c'est un enjeu à la fois de santé communautaire ou de santé mentale, etc. Donc c'est quelque chose qui est encore actuel aujourd'hui. Est-ce que vous suivez de près ou est-ce que vous êtes sur d'autres dossiers comme le chlordécone aux Antilles ? Oui, totalement. D'ailleurs, si Lilith m'écoute, c'est une très bonne camarade avec qui on milite sur ces enjeux-là. Nos luttes, elles sont convergentes dans le sens où on porte des luttes écologistes, mais qui s'accompagnent aussi de la dimension coloniale, dans le sens où, que ce soit pour le chlordécone ou pour la guerre du Vietnam, il y a eu un 2 poids 2 mesures à chaque fois entre, par exemple, les vétérans américains qui ont servi pendant la guerre du Vietnam, ont pu avoir des compensations parce qu'ils ont aussi été victimes de l'empoisonnement. Ils ont pu être dédommagés à hauteur de 181 millions de dollars par les firmes. Donc, quelque part, ils reconnaissent. Ils reconnaissent, effectivement, alors que les victimes civiles vietnamiennes qui ont essayé d'avoir recours à ces mêmes procédés ont été rejetées. Et si je fais le parallèle avec le chlordécone, ce produit-là a été interdit en métropole dans les années 70 et dans les territoires dits outre-mer, il a été interdit 20 ans plus tard. Donc ça montre aussi, c'est là où on parle aussi de racisme environnemental, c'est que on peut pas comprendre les dégâts environnementaux sans comprendre le fait que ce soit l'État français ou que ce soit l'armée des États-Unis, il y a une déconsidération des peuples. Et aussi on a appris il y a quelques jours les épandages du glyphosate par l'armée israélienne sur le Liban. Donc en fait, c'est des mécanismes qui se répètent près de 50 ans plus tard, parce que la guerre du Vietnam s'est finie en... Et comment on peut vous aider concrètement en tant que citoyen, citoyenne ? Quelque chose de très simple, c'est nous suivre sur les réseaux sociaux. J'ai vu que tu l'avais fait. Je l'ai fait, ouais. Donc, tout le monde est libre de nous soutenir, de venir à nos événements. Il y a aussi une cagnotte qui est disponible pour financer le procès de Nia, parce que par exemple, quand elle a perdu son procès en 2024, elle a dû dédommager les firmes qu'elle a poursuivies à hauteur de 1 500 € par partie. Donc en fait, elle a dû payer ses bourreaux quelque part. Et donc en fait, on essaye aussi de mobiliser aussi la société civile, parce qu'en face, on a aussi des avocats il y a 14 avocats en face, elle en a 2, donc on essaye aussi de trouver des moyens de se faire justice. Et on conseille son livre également, Mater Oui, elle a coécrit sa propre autobiographie qui s'appelle Mater empoisonnée, où elle retrace justement sa vie de
de résistante jusqu'au début du procès. Donc on peut aussi en apprendre sur ce que c'est l'agent orange et toute sa vie en général, ce qu'elle a fait après justement pour visibiliser ce crime environnemental. Merci beaucoup Micheline. Merci. Et merci. Et suivez le collectif Vietnam Dioxine. Envoyez-leur de la force et de l'oseille si vous pouvez, si vous en reste. Juliette, à quoi bon une révolution si on peut pas danser ? Qu'est-ce qu'on écoute ? Emma Goldman ? Jean-Jacques Goldman ? Alors, je pense que si Emma Goldman avait chanté, on l'aurait certainement écouté dans la dernière. Mais bon, tant pis. On va écouter Cypress Hill avec le titre Tequila Sunrise. Donc, une fan. Ou une alcoolique. Voilà. Alors non, c'est un titre qui ne parle pas d'alcool, mais de drogue. Sans prosélytisme, forcheur. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Benoît Feuillu des Soulèvements de la Terre est encore là et elle est de retour parmi nous, la diva du stand-up, la star des comédie clubs, la queen des queers, Mamary. Eh bien, je suis colère aujourd'hui. Quelle émotion étonnante pour une personne de gauche. J'ai pas envie d'être marrante, mais je vais l'être quand même, car c'est plus fort que moi. Voilà. J'ai lu un post Instagram d'une thérapeute que j'adore, qui se demandait pourquoi il y a autant de pédocriminels parmi les ultra-riches. Question légitime, mais la réponse m'a saoulée. Déjà parce que c'était pas 42. Petite blague de niche, comprendra qui pourra. Mais aussi parce qu'à chaque fois qu'on sous-entend qu'un ultra-riche ou qu'une célébrité est plus capable d'agresser que Jean-Marie Bidule, j'ai un mini Mélenchon qui s'éveille en moi. Ça allait quand c'était un VTC qu'il avait sous-entendu en début de semaine. Je mens, ça allait pas. J'ai pété un câble dans ma tête en me disant « Mais toi aussi, tu peux très bien être un pédocriminel, c'est pas une question d'argent !» Vous connaissiez la méritocratie, j'ai inventé la pédocriminocratie. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pédocriminels chez les riches ? Parce qu'il y en a énormément partout. C'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de Nike ont des lacets ? Parce que ce sont des baskets. Et qu'il est courant, je me permets même de dire très courant, que les baskets aient des lacets. Alors loin de moi l'idée de défendre les ultra-riches. Déjà, ce serait vraiment mal cibler mon public. Ils sont responsables de la montée du fascisme, de la destruction de nos écosystèmes, de l'augmentation du prix des chouquettes qui crèvent la bouche ouverte et sans chouquettes dedans. Voilà, soyons clairs. Mais ça m'énerve que l'ultra-richesse efface la récurrence et la banalité de la pédocriminalité. La différence entre voilà, j'arrive même pas à le dire tellement c'est indécent. La différence entre le pédocriminel qui part en hélicoptère sur une île et celui qui valide son passe Navigo pour aller babysitter un petit garçon, c'est surtout que ça fait plus de bruit que ting, c'est tout. C'est la domination qui permet ces violences, mais elle n'a pas besoin d'être sensationnelle pour fonctionner. Ça peut être un parent, un prof de tennis, juste avoir le BAFA, ça peut suffire. Tant qu'autour de soi, on a assez de gens dans le déni. À force de méga diaboliser ces affaires, ça rend irréel quand ça arrive près de chez toi. Ça construit du déni collectif. C'est pas particulièrement parce qu'ils sont riches qu'ils s'en sont sortis aussi longtemps. C'est parce qu'aujourd'hui, on peut être un pédocriminel et continuer à vivre son quotidien au KLM. C'est Morandini qui est maintenu 10 ans sur CNews. C'est le père qui conserve la garde de son enfant. C'est moi qui dois fêter des années durant mon anniversaire à côté de mon agresseur. Alors voilà. Quand j'ai vu ce post, j'ai essayé de me calmer. J'ai tout fait pour pas devenir la personne qui écrit un commentaire de 12 lignes puis qui rajoute un commentaire à son commentaire. Je me suis mise sur mon petit vélo d'appartement parce que c'est ce que je fais pour me calmer quand mon mini Mélenchon intérieur a envie de sortir. Mais pendant que je pédalais, ça défilait dans ma tête. C'est un enfant sur 5. Pourquoi on continue à croire que c'est une exception en legging sur mon petit vélo comme ça? Tu sais que t'es en colère quand tu chuchotes seul chez toi. Mais c'est 3 enfants par classe, bordel. Possédé comme Gollum. Alors, j'ai fini par taper mon commentaire de 12 lignes et ça a terminé en chronique avec juste un tout petit peu plus de... Merci Mamary.
Marie qu'on retrouve en spectacle, Trop drôle pour mourir à Paris, les samedis au théâtre Le République et à Tours, au Bateau Ivre, qu'on embrasse encore, le 8 avril. Merci beaucoup. On est toujours avec... Et c'est pas un bateau, le Bateau Ivre. Ma Marie, elle m'a demandé cette semaine, c'est un bateau, le Bateau Ivre? T'as le mal de mer? Qu'est-ce qui se passe, ma Marie? Je sais pas. Non, c'est pas un bateau, c'est une salle de spectacle super à Tours. Voilà, il y a des gens de Tours dans la salle. On est toujours avec Benoît Feuillu, on connaît tes combats, ta volonté, ta détermination. Mais est-ce que ça se ressent dans tes goûts artistiques? C'est ce qu'on va voir avec Juliette Arnaud qui t'a posé quelques petites questions en amont, telle une agente de la section antiterroriste. Ouais. Répondez, Feuillu. Non, je n'ai pas procédé de la sorte. Je t'ai demandé, avec vraiment beaucoup de politesse, quel livre t'était resté de ton enfance. Et j'étais contente parce que c'était une première. Tu m'as répondu Une aventure des Barbapapa. Donc ça a commencé, les Barbapapa, le livre. Il l'a à la main, il l'a à la main. Au début des années 70. Il est influenceur Barbapapa. Mignon. Alors, c'est une série de livres qui a été créée par un couple, Annette Tison et Talus Taylor. Et tu as choisi La maison de Barbapapa. Alors, les Barbapapa, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas, c'est une famille où chacun est d'une couleur différente et c'est le papa qui est rose, oui, et qui partagent tous la même capacité, s'adapter en changeant de forme. Et dans cet épisode en particulier, la famille part vivre à la campagne et là, rupture avec les lignes et les pointes, ils créent des habitats ronds. Qu'est-ce que tu leur envies le plus, leur super pouvoir de s'adapter en changeant de forme ou leur maison bulle-boule? Les deux, j'aime tout, oui. J'aime tout, enfin à part la répartition genrée, ouais, bref. Oui, ah bah oui, la répartition. Oui, mais le papa, il est en rose quand même. Oui, et après, dans le fond, bon, voilà, ils se mettent comme dans un grand collectif. C'est un peu une famille, mais c'est aussi un collectif. Et en vrai, ça m'a bercé, je le chéris trop. C'est un livre d'espoir absolu. Oui, tu l'as toujours avec toi. Je l'ai toujours avec moi. Non, mais c'est qu'en fait, c'est un livre qui montre qu'on peut gagner. C'est qu'à un moment donné, ils ouvrent une maison vide, ils se font virer par les méchants tractopelles et ils sont pas encore trop éprouvés à la lutte, quoi. Il y a les petits barbapapa qui essayent de se défendre avec du barba plastique et tout. Et après, ils réfléchissent et ils expérimentent d'autres techniques de lutte avec plus de monde et plus d'amis et ils partent un peu des périphéries toxiques et là, ils construisent leur maison rhizomatique avec du barba plastique. On est en 70, du coup, le plastique est bon, les dauphins, tout ça, c'était pas... Voilà. C'est notre époque aussi. Et là, quand les tractopelles reviennent, ils envoient des boules de barbe plastique fondue sur les tractopelles qui sont immédiatement neutralisées et ça montre qu'il faut croire dans notre puissance collective et ils font une grosse fête et moi Babylone, voilà, c'était... Voilà. Barbapapa vaincra. Donc la conclusion, c'est regardez bien ce que vous faites lire à vos enfants. Moi, c'était un livre comme ça où il y avait écrit Clémentine s'en va. Voilà. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Bon, alors Peter Pan, comme beaucoup d'entre nous, mais il faut se fader le col en verre. Bon, ça saoule. Et donc tu m'as répondu à un fanzine. Encore une première dans cette émission. Que tu as aussi avec toi. Oui. Voilà. Écrit et édité par deux sœurs, Stacy Wakefield et Grit, qui racontaient leur vie dans des mondes alternatifs. Ici, le fanzine s'appelle Not for Rent, pas à louer, des conversations avec des activistes créatifs anglais. Tu l'as lu comment, où, et ça t'a fait quoi? Alors, je l'ai trouvé dans des bacs à disques, dans des caves de salles de concert squattées. Et en fait, ça m'a fait complètement partir, quoi. Ça m'a fait rêver. Mais littéralement. Là, c'est pas l'exemplaire que moi j'avais eu parce qu'il est complètement poncé en pièces, etc. Je l'ai lu, relu, traduit. Et tout d'un coup, ça m'a donné l'idée qu'il y avait un Eldorado, un monde où les gens vivaient dans les arbres, organisaient des grosses free parties. Mais t'es vraiment parti. T'es parti en Angleterre notamment. Vivre dans les arbres pour aller parler aux gens qui étaient dans le livre. Et c'était très important pour moi parce que souvent tu crois que l'aventure c'est loin ou c'est dans des romans un peu d'un autre siècle. Non, c'est en Angleterre. Donc c'est pas pour toi. Et là l'aventure semblait à la fois loin et proche et à portée de main. Et aussi j'avais envie de parler d'édition indépendante parce qu'en fait ces bouquins-là qui n'étaient pas des bouquins Hachette de Bolloré de merde, on les a trouvés et ils ont une espèce d'énorme influence sur nos vies. Et aujourd'hui il y a encore plein de maisons d'édition indépendantes qui financent pas CNews et qui peuvent je sais pas, faire tourner des vies peut-être dans un sens un peu joyeux. Et il faut absolument soutenir les maisons d'édition indépendantes. Et avec les Soulèvements de la Terre, on a lancé une campagne contre Bolloré qui fait de plein de manières, mais aussi on a des petits marque-pages. On en a fait un sur Guillaume sans lui demander, mais il était content, je crois. On en a fait un avec un gros fuck à Bolloré. On en a fait un avec Aya Nakamura. On en a plein. Je vous on va les distribuer, voilà.
faut les glisser dans les bouquins Hachette pour dire aux gens d'arrêter de financer CNews en achetant des bouquins des éditions Hachette et de soutenir les maisons d'édition indépendantes. Je t'ai demandé enfin qu'est-ce qui te faisait rire et tu m'as répondu les BD d'Alessandro Pignocchi. Oui, bon, c'est un peu facile. Comme toi, c'est mon camarade et ami. C'est la beauté, c'est le combat, c'est les mésanges désireuses de fight. Et pour comprendre surtout, par exemple, c'est quoi exactement Notre-Dame-des-Landes avec celui qui s'appelle la recomposition des mondes. Et effectivement, pour beaucoup rigoler, c'est pas si évident que ça, l'humour dans le combat. Non, mais je crois que nous, on tient. En fait, on mène des combats un peu sérieux sur des sujets dramatiques. Et si à un moment, on n'a pas, au milieu de ces manifestations, des moments de fête, des outardes géantes magnifiques, des banderoles avec des grosses blagues, je crois, on se tire une balle. Enfin, non, mais c'est pas ça. Mais c'est que je pense qu'il faut vraiment allier. Si on veut garder l'espoir, il faut garder en tête qu'on peut gagner et que dans les moments de lutte un peu durs, il faut aussi beaucoup se marrer. Et Sandro, il est arrivé aussi. Ah, carrément, tu l'appelles Sandro, toi. Sans quoi, c'est. Ah merde. Oui, bon. Ok. Non, mais. Mais oui, non, mais après, c'est fantastique. Mais on l'invitera, je pense, dans l'émission. Mais il est un peu dur à joindre parce qu'il doit être comme toi. Ça fait des années qu'on essaye de l'inviter. Oui, parce qu'il est dur à joindre. Je pense qu'il n'a pas de téléphone. Il doit être un peu comme toi. Il faut aller dans la forêt, certainement. Il doit discuter avec des oiseaux. Voilà, il faut aller trouver les mésanges. Des mésanges, voilà. Bon, merci en tout cas pour tous ces conseils. Merci beaucoup, Benoît. Et puisqu'on parlait de beauté. Puisqu'on parlait de beauté, puisqu'on parlait de combat, il est presque temps de conclure l'émission avec celui qui nous a tellement manqué. On était perdus sur notre boussole, notre phare dans la nuit, notre prophète. En 2 mots, prophète, Émeric Lompré. Allez, l'actualité. L'actualité est chaude. Elle est chaude, l'actualité. Elle est chaude comme l'eau du Pacifique. Après t'es dedans comme ça. Après elle coule entre tes jambes. Après tu te réveilles parce que t'es en train de te pisser dessus. Bon, l'actualité là, c'est Jérôme Gage qui est candidat à la présidentielle. Jérôme Gage qui est candidat à la présidentielle. Jérôme Gage qui est c'est quoi votre humour, vous voulez un best-of de Tanguy Pastureau? Non. C'est bon. Alors, non mais Jérôme Gage, quoi. Jérôme Gage, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il croie que quelqu'un l'aime bien, quoi? Tu sais, un matin, il s'est levé comme ça, il a appelé un copain, il a dit Didier, je vais me présenter à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Didier, qu'est-ce que t'en penses, Didier? Eh ben non, Didier répond pas parce que Didier n'existe pas. Personne n'est copain avec Jérôme. Jérôme, t'es un nul. Jérôme, c'était un plat, ce serait des crocs. Mais les chaussures, hein. Vraiment, il est con à bouffer des crocs, je te jure. Et il serait là, bah ça manque quand même de jambon et de fromage, hein. Parce que c'est des godasses, Jérôme. Jérôme Gage, son seul ami, c'est une chaussette sur laquelle il a dessiné des petits yeux. Et tous les soirs, il dessine comme ça, il fait coucou meilleur ami. Oh coucou, hein. Coucou. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, appelle-moi cousin. Non. Ça fait 2 semaines qu'il manquait un grain de folie. Oui. Ah non, mais Jérôme, il a dit qu'il voulait pas utiliser le mot islamophobie parce qu'il trouvait ça ambigu et politisé. Mais mange une éponge, Jérôme. Lui, pour lutter contre le racisme, il décide que le mot racisme n'existe pas. Voilà, mais ça marche avec tout, c'est super. Moi, par exemple, si j'enlève alcool, LSD et sandwich à la burrata de mon vocabulaire, eh ben, je vais plus chez le docteur. Sur France Inter, Adèle Vendrell, chat. Non, c'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit de l'émission. C'est l'esprit. Alors, sur France Inter, Jérôme, à la question Bardella ou Mélenchon, Jérôme Gage, il a été comme ça, il a fait vous voulez pas que mon meilleur ami vous branle? Non. J'ai rajouté après ça. De toute façon, moi maintenant, tous les gens qui répondent pas à cette question par je vote Mélenchon, je les range dans la catégorie facho. Gros facho, Jérôme. Jérôme, c'est l'aile droite du Parti Socialiste. Putain, heureusement que c'est pas un avion, le Parti Socialiste. Pourquoi l'avion, il tourne en rond? Parce qu'il y a que 2 ailes à droite. Résistance. Notre-Dame de la Lande. Presque. Tu étais presque. C'est dommage si t'étais presque.
Ah, c'est bête. Non, mais c'est fou qu'un nul pareil puisse se dire tiens, je vais me présenter au présidentiel. On dirait que c'est un truc de nul, les présidentielles, quoi. En plus, lui, tellement il croit que c'est un champion, il veut même pas passer par les primaires de la gauche. Tu veux pas passer par les calibres, Jérôme? Non, non, t'inquiète, le ski de vitesse, je gère. Alors oui, parce que j'ai vu aussi, il y a les primaires de la gauche, il n'y a pas LFI, il n'y a pas le PC, il n'y a pas le Glucksmann. On sait, il y aura Ruffin, Tondelier, Autain et peut-être Olivier Faure. De toute façon, ils vont quand même tous y aller, hein, même s'ils perdent, ils font ça à chaque fois. Et après, ils sont là, c'est à cause de Mélenchon, ils divisent la gauche. Putain, vous êtes 18. S'il y a quelqu'un qui divise la gauche, c'est vous là, putain. Et peut-être qu'ils pensent que c'est au nombre de candidats qu'on gagne. Il faut leur dire, c'est au nombre d'électeurs, hein. Oh non. C'est Fabien Roussel que je faisais là. Non mais il m'énerve. Pendant qu'ils se reniflent le fion et qu'ils choisissent leurs meilleures photos avec leurs grosses têtes narcissiques pour les flyers, il y a 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, 300 000 sans-abri et CNews, première chaîne d'infos. Alors arrêtez de penser à votre page Wikipédia et on pense en français. Si dans 2 semaines il n'y a pas un seul candidat, j'y vais. Aymeric Lompré, président. Aymeric Lompré 2027. Merci Aymeric. Aymeric qu'on retrouve mardi. La matinale de la nuit et au cinéma. Tu es au cinéma. Au Cinoche. Il y a donc le mercredi 11, il y a les soulèvements, le film sur les soulèvements de la Terre qui sort, mais il y a aussi... Les Immortels. Voilà. Et Aymeric joue dans ce film qui paraît qu'il est vachement bien. Il est hyper bien comme film. Donc allez voir les 2 films, Les Immortels et Soulèvement. Il nous reste quelques secondes, on a quelques dernières petites questions pour notre invité, pour Benoît Feuillu. Pierre-Emmanuel. Oui, Benoît, t'es militant et porte-parole. Est-ce que tu préfères qu'on te présente comme éco-terroriste ou comme terroriste intellectuel? Ah, c'est technique. Éco-terroriste, ça a l'air plus ancré dans le réel, non? Intellectuel, c'est dur quand même, d'autant que j'ai pas vraiment... Ouais. En parlant d'intellectuel, Aymeric. Moi j'ai une question. En vrai, on peut vraiment aller à Notre-Dame-des-Landes et vous dire bonjour? Ouais, grave. Les gens le font tous les jours, quoi. Il n'y a pas un mot de passe et tout. Il y a un dress code peut-être quand même. Oui, je pense que je passe. Ouais, ça passe. Juliette. Est-ce que les soulèvements de la Terre, ça s'appelle comme ça parce que Notre-Dame-des-Landes, c'était la terre des soulèvements? Non. On a eu tout un débat sur le nom. C'était le premier débat qu'on a eu en assemblée. Ça s'appelait Remuer ciel et terre, soit les soulèvements de la terre. Et grâce à Dieu, on n'a pas nom, mais on a choisi les soulèvements de la terre. Ouais. Benoît, est-ce que tu préfères manger une salade bio avec Bruno Retailleau ou de la viande argentine avec Greta Thunberg? Ah ouais, c'est souvent là où les invités ils chutent. De toute façon. On en a foutu en l'air des carrières. Retailleau? Non, Retailleau, j'aime. De la viande argentine bourrée d'OGM, mais avec Greta Thunberg. Et elle est là. Et elle est là. Et là, tu dois le faire maintenant. Elle ferait jamais ça, Greta. Elle ferait jamais ça. C'est une mauvaise question. C'est pas possible. Greta, elle est droite. C'est une question de merde. Mais j'adore ces petites questions. Allez, non, j'en ai une aussi dernière pour toi pour conclure l'émission. On n'a pas parlé d'un syndicat de combat paysan qui est la Confédération Paysanne. Bon, là, vous êtes à Paris, mais c'est hyper important quand vous allez devenir paysan et paysanne de vous syndiquer et de les rejoindre. Parce qu'on a parlé de la FNSEA, c'est de la grosse merde, mais la Confédération Paysanne, c'est hyper important. Merci beaucoup, Benoît, et merci à vous d'avoir été là. Benoît Feuillu, allez soutenir les soulèvements de la Terre, allez voir Soulèvement au cinéma. Sorti début février, cette semaine d'ailleurs. Merci à ton invité Micheline du collectif Vietnam Dioxine. Allez les soutenir aussi. Guédré, Mamari, Alice de Rochechouart étaient avec nous. Toute l'équipe de l'Européen, Seb, Lucas, Julien, Lindsay, Sonny, Barnabé. L'équipe de Radio Nova avec Malo, notre réalisateur, Lucie, Paul. Merci à Fred, Mano, Loris, Ninon, Yona également, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Sébastien et Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, bon anniversaire d'ailleurs au passage, Adrien, notre rédacteur en chef Ramzi Assadi, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meuré. Merci à vous. Tout de suite sur Radio Nova, vous retrouvez David Blo pour le tout nouveau Nova Club. On se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien, soulevez-vous et vivement la dernière. La dernière.